Mesdames et messieurs, bienvenue à notre rendez-vous du Forum politique, rendez-vous de rentrée. Nous renouons pour cette nouvelle saison avec l'actualité en profondeur sous différents angles. Merci de nous rester fidèles. Je m'en vais saluer, en tout cas dire nos meilleurs voeux à Josiane Agounou. Bonsoir. Bonsoir, meilleurs vœux à toi, meilleurs vœux aux auditeurs. Et meilleurs vœux à toute l'équipe. À toute l'équipe. Comme on n'en a pas eu l'occasion, je vais la tête et bon, bonsoir. Bonsoir. Meilleurs vœux à tout le monde, aux fidèles téléspectateurs. Je l'ai dit auditeur. Il est bon comme je passe partout. Aux spectateurs. Agapine appelé Africain, à nos téléspectateurs, c'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion plusieurs fois. Mais bon, donc c'est la reprise. Pour notre émission, oui. C'est la reprise du Canada et sur Forum politique. Je n'ai plus tellement de vacances qu'il a oublié que c'est la téléspectateurs. Que c'est la télé. Bon, voilà, on est à la télé, donc bonsoir, bonne année à tous nos téléspectateurs, fidèles, disons, suiveurs ou téléspectateurs de l'émission Forum politique. Voilà, on revient. On revient, voilà. De toute façon, pour une nouvelle année, Agapine a bien commencé avec moi. Vous êtes témoin. Ça commence très bien. Voilà, on est plutôt en forme. J'ai juste remis les choses à l'endroit. Voilà. Regardez les cadavres de 2020. Voilà, Patrice Talon Boni Yayi, depuis cette fin d'année, vous l'aurez remarqué, le Mano à Mano Talon Yayi est plus que jamais exacerbé. Le premier attaquant volontiers de front, et plutôt directement, le second dans une sorte de logique d'évitement, mais en s'assurant à chaque fois d'appuyer où ça fait mal, jusqu'où ce duel nous amènera autour de ces deux personnalités qui cristallisent depuis bientôt 15 ans l'actualité politique de notre pays, un peu plus d'ailleurs, jusqu'où ce duel avec en toile de fond les élections générales de 2026 nous amènera. Nous allons revenir sur cette séquence de la fin d'année et analyser quelque peu les tenants et les aboutissants de ce je t'aime moi non plus, en tout cas de ce mano à mano que nous observons tous. Chacun y va de son commentaire. Nous allons commenter les différentes tribulations, en tout cas les différentes séquences de cette relation pour le moins atypique avec nos invités de ce soir. Alors, Joël Ataguedwede, je vais peut-être commencer par vous. D'après vous, quelles sont les motivations principales qui animent ces deux personnalités? Est-ce que ça aurait pas été mieux de poser à chacun la question? Tu as dit à la parole. Non, je parle pas. À chacun d'eux, tu veux dire. Les deux protagonistes de ce mano à mano, qui ne manquent pas de rappeler qu'ils sont des amis, qu'ils ont été des amis. Je ne sais pas à quel temps conjuguer ça, mais bon, prenons ça comme ils le disent et surtout observons qu'on est quand même loin du pic de 2019 où le président Yayi Boni quand même a été reclus, sinon assigné à résidence pendant plus de 50 jours. Je crois qu'en ce moment, ça ne rigolait pas et on n'avait pas plus d'explications de l'État, des autorités en charge de la sécurité de l'ordre. Il a fallu constater. Mais ils sont revenus manifestement de meilleurs sentiments, où ils font l'effort d'y revenir depuis 2021, où les rencontres ont repris entre eux, avec le pic de « je n'ai pas entendu » à la présidence en décembre dernier. Et bon, les autres pics de Yayi Boni aussi, qui répond pas forcément du tac au tac, mais voilà. Touche. Touche là où ça peut, oui, ça peut faire mal. On voit peut-être des messages subliminaux que nous ne pouvons pas toujours décrypter. Il a parlé récemment d'aller évangéliser Patrice Talon, qui ne s'est pas privé de rappeler qu'il n'est pas adepte des inaugurations ou des poses de première pierre sans lendemain. Bon, suivez mon regard. Voilà, donc pendant combien de temps ça va continuer à ce niveau? Si ça fait rire, c'est bon, mais si ça devient dramatique, ça peut devenir inquiétant. Agapine Napoléon Africain, est-ce que ça vous fait rire?
Non, ça ne fait pas rire, mais ça ne se prend pas non plus. Ça ne se prend pas non plus. Je pense que ça a toujours été une sorte donc de cristallisation de la vie politique autour des personnalités tête de proue. Ce n'est pas hier, c'est depuis les indépendances. On l'a connu avec un duo au pouvoir, une personnalité qui est un peu comme la brebis galeuse du système avec Aoumanegbe Maga Apiti. Donc c'était d'abord Aoumanegbe qui était la tête, qui portait la poisse. Et puis après, lui, il s'est accoquiné avec Apiti et ils ont voulu régler son compte à Maga. Et donc, du coup, cette cristallisation autour de trois personnalités, Kérékou l'a dit en 72 quand il prenait le pouvoir. Qu'il y a trois hommes qui... Voilà. Donc, ces trois hommes, on a dû tenter de régler le problème entre eux en créant le conseil présidentiel et ça n'a rien réglé. Donc, nous aimons les cristallisations. Et ça, je pense que c'est une logique béninoise. L'affrontement corps à corps entre des personnalités. Le problème du Bénin, du Dahomey, c'est qu'après les indépendances, on n'a pas réussi. C'est que nul parmi les trois, Aoumanegbe Apiti et Maga, n'a réussi à prendre le lead. Bien, contrairement à tous les autres pays qui nous entourent, ça s'est passé très tôt au Togo, ça s'est passé très tôt en Haute-Volta, très tôt à Niamey. Donc des Diori, on est passé même déjà au Kounché ou bien la Mizana, au truc, Yadema. Donc du coup, en Côte d'Ivoire, vous faites rapidement pris le lead sur toute velléité au Sénégal. Donc, que ce soit dans le contexte de l'entente, que dans l'AOF, au niveau du Dahomey, nous n'avons pas réussi à régler ce problème. Et donc, ça s'est géré en cristallisation autour de trois hommes. Et donc, lorsque la coalition de deux personnes se coalisent, ils affrontent l'autre. Les militaires jouent un peu les arbitres du jeu jusqu'à la révolution de 72. Alors donc, après la conférence nationale, on a repris Kérékou et Soglo Kérékou. Ça s'est passé de 90 à 2001. 90, 91, 96, 2001. Et puis après, on est passé à 2006. Donc, de 90 à 2006, c'est Soglo, Kérékou, Soglo. Et jusqu'à 2006, on a les Amoussou ont cru que ça aurait pu être leur tour. Ça n'a pas été. Et on est passé à Talon Mbedi, et Yahi Mbedi. Là, ça fait 10 ans. Et après maintenant c'est Yahi Talon. Voilà un peu. Donc ce qui s'est passé de 2016 à aujourd'hui n'est que la logique de la manière dont ça se cristallise. Pas nécessairement autour des idées, pas nécessairement autour des idéologies, mais autour des personnes. Alors, nous avons eu Yahi et Talon en 2016. Dans quelles conditions? Le lendemain d'empoisonnement, des déclarations fracassantes, tentatives d'extradition, grand procès, non-lieu, pardon, élection, et voilà. Mais celui qui a dit qu'il a pardonné, on s'est rendu compte qu'après l'élection, qu'en réalité, il n'était pas dans une dynamique de pardon. Là, l'affrontement était très clair. Lorsque, à Djefa, on a vu Aïboni, qui était vomi par Tevo Edre et Adjavon et autres, ça coquinait avec eux pour critiquer la gouvernance Talon. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et dès lors, on a compris que les vieux démons de 60, 70 sont revenus. C'est-à-dire que le Talon, le Yahi qu'on critiquait en janvier 2016, est devenu l'ami de ceux qui critiquaient Yahi contre celui qui est au pouvoir. Et on a connu ça jusqu'aux événements de 2019. 2019, on n'a pas assigné Yahi au hasard. On l'a vu en activité. Il est allé au marché notamment pour défier le pouvoir au moment où le ministère de l'Intérieur avait sorti un communiqué. Il est allé, il voulait... Ce qui aurait pu se passer dans ce marché aurait pu être dramatique pour l'unité nationale, pour sa propre sécurité lui-même. Et le pouvoir aurait pris le coup. Donc, quand on analyse tout ça, c'est pour dire que nous n'avons pas à nous attarder nécessairement sur Talon Yahi. Ça finira pas partir en 2026. Mais on va rentrer encore dans un autre affrontement. Et c'est là qu'il faut analyser alors quels sont les déterminants de ces réactions. Et comme je l'ai dit, c'est des déterminants qui doivent aller chercher dans l'absence d'idéologie, l'absence de logique partisane, mais des logiques individuelles. Nous tentons de les quitter à travers la réforme du système partisan. Est-ce qu'on va en arriver?
Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. M. Jean Agonou, peut-être que l'historique que Agapit Napoléon Africain vient de faire, à la différence de tout ce qu'on a connu par le passé, là, il semble qu'il y ait des relents, en tout cas des relents personnels dans ce qui se joue en ce moment. Ouais, en fait, moi, je voudrais d'abord, avant d'évoluer, si vous le permettez, de rendre quand même hommage, comme c'est la période, d'ailleurs c'est la journée de rendre hommage au doyen Jérôme Carlos, parce que je n'ai pas eu le temps de me déplacer aujourd'hui, parce que voilà, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a traversé toutes les générations. Vous savez, moi, c'est à ma grande surprise parfois qu'on m'appelle pour dire que le doyen a dit qu'il faut que je puisse passer à la radio pour le décryptage de la chronique, tu vois, chronique de Jérôme Carlos qu'on t'appelle pour dire. Donc je voudrais vraiment lui rendre hommage. Voilà quelqu'un qui... Peut-être j'étais loin d'être proche de pouvoir le côtoyer, mais finalement il m'a donné l'occasion de... Je voudrais lui rendre vraiment hommage qu'il mérite. Dans la carrière, il faut avoir un nom, et je souhaite à notre génération, aux gens de pouvoir avoir un nom comme Jérôme Carlos. Ceci dit, pour nous qui sommes vivants, lui il est parti. Et nous qui sommes vivants, vous nous demandez... Il y a nous, et pour nous qui sommes vivants, il y a Talon, il y a Iboni pour nous. Donc il faut que on puisse... En réalité... Moi, je vois d'abord une cause. Pourquoi on est cristallisé aujourd'hui autour de Talon et de Yaïboni. Je vois l'appauvrissement de notre classe politique en leader, en fait. En leader. C'est-à-dire, quand vous enlevez les deux, quels sont les vrais leaders qui restent encore dans notre classe politique? Après 90, nous avons eu plusieurs leaders. Il y avait Mbedji de son côté. Quand vous allez dans le mai, vous allez voir Mbedji, vous allez voir Tevouidjé, tout cela qui tenait dur. Il y avait les Lémon, il y avait Amousson Bruno qui tenait. Et donc, on pouvait se regrouper autour de plusieurs leaders en ce moment-là. Mais aujourd'hui, regardez la carte politique aujourd'hui. Et quand vous sortez Talon, quand vous sortez Yaïboni, où sont les vrais leaders autour de qui les gens doivent se regrouper? Déjà, il y a cet appauvrissement-là qui leur donne eux maintenant la chance de faire. J'avais dit ici, si vous vous rappelez, que lorsque Yaïboni a pris la tête des démocrates, qu'il obligeait Talon à prendre la tête de l'autre côté. Il n'a pas le choix, Talon. Dès que Yaïboni est sorti de l'autre côté, il faudrait un répondant de son côté. On a tout le temps dit, bon, la mouvance ne fait pas, la mouvance ne commune pas. Qui est dans la mouvance et qui peut avoir le poids face à Yaïboni, face à la machine Yaïboni qui se déroule? Il n'y en a pas. Maintenant, comme nous avons aussi tous crié pour dire oui, et il ne dit rien, le président Talon ne jouait pas dans ce domaine-là. Il ne jouait pas sur ce plateau, c'est-à-dire, j'égratigne quelqu'un, je parle quelqu'un. C'est ça qui a fait que son discours devant l'Assemblée nationale a surpris. Oui. Parce qu'il ne disait jamais ça. Il ne jouait jamais dans ça. Et moi, et peut-être plusieurs d'autres personnes ont aimé ça. Ont aimé ce talon-là. Jusqu'à ce qu'il fasse le discours devant l'Assemblée nationale et qu'il commence à dire, bon, il n'est pas habitué au pose de première pierre, à l'inauguration et tout ça. J'ai dit, il veut aussi jouer dans l'autre cours. Et il a enfoncé le clou lorsqu'il a fait son entretien. Son entretien qu'il a eu avec les gens, il a enfoncé le clou. Et donc, à partir du moment où il a fait ça, le jeu, l'autre côté étant le jeu favorable de Yaïboni, Yaïboni est rentré dedans. Donc, on ne doit pas se plaindre aujourd'hui du fait que ce sont les deux qui tiennent. Ce qui peut gêner, ce qui peut pousser à l'extrême ou bien à nous conduire dans une situation difficile est que Talon est chef d'État en place. C'est lui qui est en place aujourd'hui. Et donc, qu'il se mette à se battre contre quelqu'un, vous voyez, la personne risque d'être écrasée. En fait, parce que c'est lui qui a les attributs du pouvoir et tout. C'est pour ça que moi, je me disais, est-ce que le président Talon avait besoin de commencer par jouer dans ce jeu-là? Commencer par dire, bon, voilà, c'est peut-être pour blaguer, mais c'est arrivé quand même qu'il ne fait pas les inaugurations. C'est arrivé quand même que, jusqu'à aller demander à Tchakpodi et tout, vous vous rappelez, j'avais dit sur ce plateau pour dire, moi, je ne voulais pas dire à Tabodi là. Et je pense que ça n'aura pas lieu non plus. C'est pas ce qui intéresse les Béninois aujourd'hui. Maintenant, pour la question qui suit, nous sommes, comme le chef de l'État d'ailleurs le disait, nous sommes à plus de 2 ans de 2026, c'est ça? Oui. Nous sommes à peu près un peu plus de 2 ans, 2026.
d'autres choses vont arriver. Et comme le disaient certains analystes, beaucoup de choses vont arriver. Et peut-être qu'on n'aura plus besoin de cristalliser l'attention autour des deux. C'est possible. Enfin, je vois ce qui arrive, que même dans le camp de la mouvance, d'autres leaders peuvent sortir. Dans le cadre de leaders peuvent sortir. À partir du moment où on aura des leaders qui vont émerger, eh bien, on aura décristallisé notre attention sur les deux. Donc, on peut en arriver là, mais pour le moment, à partir du moment où ça a pris quelque part, l'autre côté aussi a pris, et les deux s'envoient les pics. Celui qui aime très bien ça, c'est Yaïboni. Il aime très bien ça. Vous voyez, il était obligé d'aller à l'église, il n'était pas forcément, peut-être c'est pour ça qu'il est parti à l'église jusqu'à Tchaourou pour dire, bon voilà, il faut aller évangéliser. L'évangélisation, il a oublié qu'il avait commencé dès le début, parce que lui, il avait cru dès le départ qu'il fallait que Talon soit un lecteur de Bible comme lui. Et vous vous rappelez, quand il passait service, il lui a passé une Bible. Je ne sais pas si le chef de l'État Talon a encore cette Bible-là avec lui. Mais bon, toujours est-il que ça peut servir. Ça peut servir et il faudrait qu'on puisse savoir gérer les temps qui viennent. Les temps qui viennent, nous devons les gérer avec parcimonie pour ne pas aller au dérapage nécessairement. C'est pas important. Mais le débat politique, moi, vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, les deux pôles, c'est qui? C'est Trump de l'autre côté et c'est Biden de l'autre côté. Ça ne gêne personne. Même en France, ça a failli être ça. Quand François Hollande était là, quand Sarkozy a voulu prendre la tête de l'opposition, vous voyez, et après ça n'a pas marché. Quand ça n'a pas marché, il a laissé. Si ça avait marché, Sarkozy devenait le chef de l'opposition au moment où Hollande était là. Et peut-être que ça n'allait pas donner ce que ça, je voudrais dire, cela n'allait pas permettre l'émergence de Macron. Peut-être, je ne sais pas si le truc était là, mais une fois que Sarkozy avait échoué, eh bien, il ne pouvait plus prendre. Donc, c'est pas un drame en quelque sorte, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que d'autres leaders politiques puissent naître dans et au niveau de notre classe politique, ça peut peut-être permettre de ne plus cristalliser l'attention autour sur de les deux personnes ou trois personnes que disait Adam. Voilà. Je l'attaque avec même question. Est-ce que cette fois, c'est pas différent des autres fois parce qu'il y a des motivations, peut-être des relents personnels, en tout cas des pesanteurs, des sous-bassements personnels que chacun transporte et transpose, qui viennent quelque peu, disons, donner du lien à ce qui se passe. Oui, ben, forcément, il y a des motivations profondes, secrètes, qui n'émergent pas à notre connaissance forcément. Et comme je disais dès le début, peut-être sont-ils seuls à savoir exactement ce qui les oppose sérieusement. Maintenant, on peut, dans la méthode, déceler des différences de style, de personnalité et autres. Et c'est évident que il s'oppose sur un certain nombre de façons d'être. Maintenant, dans la gestion d'un État, dans la vie publique, il ne faudrait pas que le moi de chacun soit plus important que ce qui devrait nous unir tous. La difficulté est que, effectivement, nous avons un système partisan qui a du mal à apprendre à identifier ses leaders, à avoir des idéologies ou donc un groupe d'idées ou des approches programmatiques, en tout cas, qui permettent quand même de moins polariser sur les individus, sur les personnes. Je reprends mon compte ce que Agapit a dit dès le début par rapport au fait que les Béninois aiment bien et probablement cela. Nous n'avons pas rigoureusement la plaisanterie à cousinage des Sahéliens qui permet de faire passer un certain nombre de choses. Est-ce que c'est nous, notre façon de le faire quand le président Talon a fait allusion à Tchapoji? Peut-être était-ce une manière de dédramatiser, de rappeler qu'il y a peut-être moyen de rigoler et malgré les oppositions qu'il y a. Mais on peut douter que cela les fasse rire sérieusement, ces deux-là, et surtout ceux qui les soutiennent mordicus. Et c'est de là que peut venir le danger en réalité. Si eux, les leaders, les têtes pensantes, ne disciplinent pas suffisamment leurs troupes, bonjour les dérapages. Ouais. Mais s'ils ont un leadership suffisant, s'ils ont une autorité suffisante pour
et savoir siffler la fin de la récréation, et savoir donner le là et autres. Bon, oui, il serait maître de ce jeu, de ce mano à mano, et peut-être aurions-nous plaisir à en parler encore et des années après. Et on leur souhaite d'être le plus longtemps vivants, même pour en parler avec nous, nous expliquer les soubassements. Quand on dit que les 3 premiers présidents du Bénin, les 3 anciens, étaient absolument rivaux, ce n'est qu'une vue de l'esprit ou ce n'est qu'un aspect des choses. Et très peu de gens savent, par exemple, que le président Akpiti n'avait pour d'autres dentistes que le président Aroma Degbe. Allez-y comprendre quelque chose. Comment peut-on remettre sa gueule à son pire adversaire politique? Et pourtant, il savait faire la part des choses, de toute évidence. On les a vus en prison sous la Révolution, alors devenir plus proche. Oui, plus larron en foi, plus proche que jamais. Et même avant ça, en 68, en 67, quand ils ont été dégagés par les jeunes cadres et autres là, dans l'exil, ils ont su faire cause commune. Donc, à Savé. Oui, à Savé, à Lomé, à Abidjan, enfin ainsi de suite. Donc c'est peut-être qu'un jeu, mais il ne faut pas que l'enjeu prenne le dessus par rapport au jeu. Et là, nous avons 2 années qui viennent, qui vont être difficiles, qui vont être délicates. Je voudrais saluer l'effort du président Talon ou l'initiative qu'il a prise en début de semaine de recevoir les groupes parlementaires et pour parler concrètement de nos problèmes, des problèmes politiques du pays. Et j'ose croire que chacun a mesuré la gravité de l'instant, de la situation et des efforts que ça appelle sur chacun. Et donc, au-delà de ça, oui, il peut y avoir place pour la détente, pour rire, pour s'envoyer des pics, montrer que les incompréhensions du passé devraient être derrière nous et jamais faire monter au-delà de ça le mercure. Agapine Aplom africain, est-ce que vous pensez raisonnablement, comme Jean Langono l'a dit, que c'est parce qu'il y a, en tout cas que ces 2 ont réussi à faire le vide autour d'eux, qu'ils préemptent la scène tout simplement? Non, je l'avais déjà dit au départ. Pour moi, ça se fait toujours autour des pôles. Hein, même sous Kérékou, comme je l'ai déjà dit, comme j'ai eu à le dire. Sous Kérékou 2, hein? Oui. Parce que quand sous la révolution... Non, pas le révolutionnaire. Bon, c'était un système de parti central. Donc du coup, quand il parle de Kérékou, il parle des 2 derniers Kérékou. Soglo, Kérékou, oui, Soglo, Kérékou. Sous le renouveau démocratique. Exactement. Donc quand on a constaté, à un moment donné, c'est une cristallisation Kérékou-Soglo. En 2001, quand Soglo dit je ne vais pas au second tour parce que mon vis-à-vis a ça, le Oumedji était là, mais Oumedji a oublié d'aller au second tour. Pourquoi? Parce qu'il s'est rangé du côté de Soglo. Il y a eu à Moussou y aller, on a dit match amical, alors qu'à Moussou ne s'appelle pas Kérékou. On a dit match amical tout simplement parce qu'il était ministre au gouvernement donc de Kérékou. Et voilà. Donc, ces 2-là ont été écrasés à Moussou et Oumedji ont été écrasés par Soglo Kérékou. Kérékou-Soglo. À un moment donné, vous avez vu Oumedji dans le gouvernement, qui a fait venir Mathieu Kérékou en 91, en 96, 98 il quitte, 2001, 99 il est toujours opposant, après 2003 il revient, il ressort, il revient, donc parce que le jeu se jouait autour. Complètement Talon Yahi, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Yahi a dit, Talon a dit qu'il y a pour le premier pierre que Boni Yahi s'est retrouvé au marché avec Soglo, en voulant défier les forces de sécurité en 2019. Ce n'est pas parce que Talon a dit qu'il a été bloqué chez lui. C'était pas amusement, comme on dit. C'est un corps à corps que le peuple aime. C'est un corps à corps que le peuple aime. Et que les hommes politiques lui servent. Mais qui découle de l'appauvrissement du débat politique. En fait, le débat n'a jamais été profond pour que on puisse focaliser les attentions sur des hommes. Le seul qui a pu mener le débat politique de point de vue, sans avoir été au pouvoir, c'est Albert Tevoedre. C'est Albert Tevoedre qui a pu tenir tête à Soglo avec une opposition d'idées, même si, bon, derrière il y a les questions d'intérêt, mais qui a pu, sur la base des idées, et à la limite anticiper ou récupérer les erreurs politiques du président Soglo et les utiliser contre lui. Après, on n'a plus jamais vu ça. On a vu les médias et on a vu des gens qui critiquent, mais qui n'ont pas de la valeur ajoutée à apporter. Alors donc,
Moi, je pense qu'il n'y a pas... Le Bénin est déjà habitué à ça. En fait, ce qui se passe aujourd'hui... Ça voulait dire que les populations aiment bien ce jeu pervers. Elles adorent. À la limite, elles adorent. Moi, je me rappelle, quand on a créé le matinal, c'est aussi simple. Hein? Vous mettez Kérékou Soglo à la une, vous vendez le journal. Il n'y a rien à dire. Vous mettez Kérékou Soglo à la une, vous vendez. Vous mettez les questions de l'éducation. J'ai été dans un journal qu'on appelle le Point au quotidien, et qui voulait être un journal d'élite, un journal bien pensé, bien rédigé, bien publié, et pour donner de la valeur à l'art journalistique. Mais on s'est vite rendu compte qu'on n'est pas sur ce terrain ici. C'est-à-dire que ce journal, nous avions des dossiers bien propres, c'est-à-dire qu'il y a un comité directorial, un directeur éditorial qui travaille. Mais les questions de l'éducation que nous mettions sur les questions de développement, les questions de l'éducation, les questions de société que nous mettions en la une n'intéressaient pas. Mais quand vous avez mis que Moumbédi attaqué à Moussou attaqué à Moumbédi, que les coups critiquent Soglo, ça, vous vendez. Alors donc, est-ce que c'est les médias? Non, c'est pas les médias. Les médias ont un produit marchand, même si ça peut être le produit des médias. Mais il se fait que sur le terrain, les gens adorent. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez vu, ceux qui font le buzz sur les réseaux sociaux, c'est ceux-là qui n'ont pas de limite dans leur, dans l'outrance ou bien dans les affrontements. Ils montent en épingle des situations simples, mais ils les mettent en système d'affrontement pour intéresser, et donc ils sont mieux connus aujourd'hui que des journalistes béninois. Alors donc clairement, le jeu est centralisé sur l'affrontement. On va dire les médias béninois, non. Quand Yahi parle, pour parler de, dites-moi, en quoi évangéliser un chef d'État? C'est quoi où est l'information là? Où est la plus-value? Il n'y a rien là. Quand il parle à Dogbo de, voilà, il a tripatouillé 4 fois, 5 fois, 6 fois. Quand on dit des choses comme ça, est-ce qu'on est dans le développement? Est-ce qu'on est dans la plus-value de l'animation politique? Non. Mais on est dans un show d'un homme qui sait en faire pour attirer l'attention à lui et occuper le devant de l'actualité. Et les réseaux sociaux, ceux qui relaient, ce n'est pas les médias, c'est les réseaux sociaux d'abord. Et donc, nous rentrons dans un schéma où ceux qui animent ces réseaux servent l'opinion de ce qu'elle adore. Et du coup, ça s'exacerbe. Est-ce que quelque chose ira dramatiquement? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça puisse se gâter particulièrement parce qu'on est déjà habitué à cela. Alors, qu'est-ce qui est la nouveauté aujourd'hui? C'est la réforme du système partisan qui a concentré. Avant, il y avait quelques gens qui font leur show. Vous voyez aujourd'hui, les Richard Boni, ils sont dehors, de temps en temps, ils donnent de la voix, mais est-ce que vous voyez vraiment qu'ils occupent le terrain? Il ne peut pas d'autant plus occuper le terrain qu'ils ne se concentrent pas l'opinion sur un futur particulier. Si Richard Boni dit, je vais être candidat, la candidature va dire, où est son électorat et de qui il aura le parrainage. Donc, du coup, le jeu est fermé. Oh, avant, Georges Arégon peut dire, maintenant, moi, je suis candidat pour 2026, et tout de suite, on se concentre un peu sur lui, même si le débat continue d'être corps à corps entre Talon et Yahi, mais on regardera Georges comme un potentiel. Il peut trouver son couloir. Et il peut trouver son couloir et cristalliser. Mais aujourd'hui, c'est que la question du parrainage fait que tout le monde sait que ça va se jouer entre les partis de la majorité, donc autour de Patrice Talon, et l'opposition autour de Boni Yahi. C'est vrai qu'il y a des données qui vont nous permettre d'aller plus loin dans l'analyse, c'est-à-dire les réflexions en cours actuellement sur la correction du code électoral, qui peut nous permettre, nous, qui analysons, de rendre plus pointues nos perspectives d'analyse. Mais ce n'est pas la même chose que l'opinion. L'opinion, elle vit au jour le jour. Et les amis qui animent ça au niveau des réseaux sociaux récupèrent ces choses au jour le jour. Et si on s'en tient à cela, il n'y a pas de tendance que ça change d'ici à là. Deux choses que je vais dire quand même pour finir. Première chose, la Tchakodji. Non, la Tchakodji est intéressant. Je le dis peut-être pour relancer ce débat. La Tchakodji est d'autant plus intéressant que, à mon humble avis, ça tue. Patrice Talon a tué ce débat de 2012 sur l'empoisonnement. C'est-à-dire qu'on nous a servi une logique. On l'a monté en épingle, on a fait une mise en scène, on a fait beaucoup de choses. Et ça crée des situations, on n'a jamais eu de suite. Patrice Talon a remis le débat sur le tapis et dit, bon, ok, je veux qu'on en parle. Mais moi, j'aurais bien aimé, comme je l'ai dit, on devrait de grands débats là, mais qui se voit? Le Tchakodji n'a pas besoin d'être public. Ça veut dire que ça peut être entre eux. Mais qu'il n'y a pas eu de suite. Donc, du coup, ça fait deux actes. On n'a plus une version. On a deux versions maintenant.
Et la version la seconde version étant la plus actuelle et acceptée de manière ferme avec les noms, des dates, les points, moi je pense que l'histoire va le garder. La deuxième chose, pour finir ce développement, c'est que Patrice Boni Yayi, il s'est occupé le devant de la communication politique, il connaît un peu. Mais Patrice Talon aussi est acteur de ce jeu. Lui, il a 2 ans d'atterrissage. Et donc du coup, il a envie de vider certains dossiers. Et vous voyez, cette interview-là est venue pour clarifier 2 choses essentielles. Cette affaire d'empoisonnement et ensuite l'autre question de la condamnation de Ricky Amadougou. Oui. Je pense que les 2 jouent convenablement leur agenda. Il appartient maintenant à l'opinion des médias de savoir comment manager ça. Et surtout au niveau des réseaux sociaux, qui est un peu là où on est en no man's land, quand même, c'est dommage, mais c'est un peu ça comme une autre no man's land aux réseaux sociaux, de savoir passer à l'essentiel et de ne pas tout relayer systématiquement. Le dommage, c'est un peu cela, mais je pense que les années, le temps passant, tout ça va se tasser, parce que l'essentiel va venir, c'est-à-dire qui va être 2026. Oui. Et là, ce ne serait ni Talon, ni Boni Yayi. On reviendra sur cette séquence que vous avez évoquée. Si la régie le veut bien, nous allons rentrer en contact avec notre personnalité du jour, Alain Adiou, qui donnera son point de vue. Ok. Dès que ce sera prêt, la régie nous fera signe. Georges Anagounou, sur cette même question, on a l'impression que malgré tout ce que vous avez dit tout à l'heure, quand on suit, on va revenir là-dessus tout à l'heure et réécouter la séquence, cette séquence du pardon que le chef de l'État a voulu revenir, en tout cas clarifier en fin d'année dernière, que ça relève, en tout cas, de ce qu'on peut dire du personnel, en tout cas ce qui les a opposés. De l'autre côté, quand on entend Yayi Boni, il n'y répond pas directement, il choisit d'autres sujets. Est-ce que les deux jouent sur le même terrain, l'un préempte la rue, l'autre est sur des questions on ne peut plus sensibles? Non, moi j'ai ma position sur cette question. Je vous avais dit que Achapodi, pour moi, c'est pas intéressant. C'est pas ce qui intéresse au peuple aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand Agapi dit le chef de l'État, le président Talon est venu clarifier la situation, je pense que non. Je pense que il n'avait pas gagné grand chose quand il avait ramené ce débat sur le tapis. Parce que c'est peut-être ça la faiblesse de l'opinion publique. Pour ce qui s'était passé dans le temps, peut-être que c'était un mensonge, mais tous les Béninois avaient dit, tout le monde était content de savoir que, le président Yayi Boni a dit, j'ai pardonné, le président Talon et le monsieur Patrice Talon peut rentrer dans le pays, venir faire campagne comme il veut. Donc, c'était ça, c'était cette vision qu'on avait de la chose. Et donc, on dit dans notre langue qu'il ne faut pas remuer la plaie, le couteau dans la plaie. Une plaie qui était passée, c'est-à-dire revenir sur le débat de cette manière-là. Pour moi, ça n'emportait pas grand-chose au président Talon. Il n'avait pas besoin, pour moi. Et c'est pour ça que le Achapodi dont on parle, et j'avais dit dans le temps d'ailleurs pour dire, si on veut faire Achapodi pour justifier pourquoi on traite le soja de cette manière-là, cet Achapodi-là, ça intéresse les Béninois. Mais l'autre n'intéresse pas. Donc, ce que vous dites, c'est que les Béninois n'aiment pas ces histoires non, je pense qu'on va rappeler une histoire. Vous savez quand est-ce que le président Soglo a ramené le président Kérékou dans le jeu? C'est lors de la francophonie. Parce que le président Kérékou était là et le président Soglo disait des trucs par rapport sur le président Kérékou. Et l'opinion n'a pas aimé. L'opinion n'a pas aimé. Et c'est de là qu'est partie l'idée. Et quand Agapi disait que cristallisation autour des gens, non, ce qui s'est passé, quand le président Soglo a eu ce discours, ça a commencé par donner d'idées aux gens. On a vu la réaction de l'opinion publique. Pour dire, mais le gars, il est tranquille, pourquoi il parle encore de lui? Ça a donné idée au groupe de Tevo Edré et les autres pour dire, mais ça peut prendre. Si on s'en va chercher Kérékou, donc les gens peuvent encore acheter cette marchandise-là. C'est pourquoi d'ailleurs, pourquoi Tevo Edré n'est pas parti seul? Pourquoi Ramoussou Boulo n'est pas parti seul? Pourquoi ils ne sont pas partis seuls? Parce que s'ils allaient seuls, ils n'allaient pas réussir. Mais s'ils se mettent autour de Kérékou, en ce moment-là, le produit était vendu. C'est comme ça que c'est venu. Et c'est pour ça que certains n'ont pas aimé. Certains n'ont pas aimé le fait que le président Talon puisse revenir sur ce débat-là. En tout cas, moi, je ne faisais pas cela pour dire. On n'avait pas. Ça dit que le président Talon ne jouait pas dans ce jeu-là avant.
Ils ont dit, il faut que je vienne répondre nécessairement. Et ça, c'est la posture d'un chef d'État qu'il avait pour dire, je n'ai pas à répondre à des choses comme ça, parce que je ne pense pas que le président Yahya Boni, enfin, je n'ai pas écouté, que lui aussi, il ait ramené ce débat sur le tapis quelque part. C'est ça mon problème. C'est pourquoi je me demandais, c'était où quand est-ce que c'était devenu nécessaire pour les chefs de l'État de le faire? Il ne faut pas qu'on leur donne, on leur présente des choses qui sont des illusions, en fait. C'est pas nécessaire. Et puis, je ne suis pas forcément compétent dans le même domaine que mon vis-à-vis. Il peut être compétent ailleurs. Et c'est comme il disait tout à l'heure que le plan politique communicationnel, le président Yahya Boni s'est fait du populisme en fait, mais on n'est pas, ils sont pas les mêmes. Chacun devait rester dans son registre. En fait, donc, dit que les Béninois aiment sentir que le débat est démocratique. Ce qu'Agapit disait pour dire, vous écrivez telle chose, parce qu'on sent que vous avez la liberté de dire des choses, ce qui était quelque chose, vous pouvez dire ça. Mais c'est pas que le Béninois aime forcément que les gens s'affrontent, parce que on va dire, oh mais vous êtes quand même des frères. Vous pouvez encore aller vous entendre. C'est ce qu'on entend. Vous êtes quand même des frères. Finalement, il faut qu'on s'entende. C'est ça que le Béninois veut. Mais le Béninois est d'accord qu'un débat démocratique puisse se faire, qu'on n'empêche pas les autres de dire ce qu'ils pensent. Ce que nous sommes en train de dire ici, est-ce que tout cela m'est permis, mais est-ce que tout cela m'est utile? C'est cela aussi qu'il faut regarder. Si ce ne m'est pas utile, je n'ai pas besoin de foncer là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je voudrais que dans ce jeu, le président Talon reste sur le terrain sur lequel il a toujours essayé jusque-là. Ne pas chercher à répondre du toc au tac. Et ce qui peut même aussi amener ça. Vous savez, il y avait un moment, un groupe a commencé ce combat-là. Et vous voyez un peu ce que qui a même conduit le truc des anciens députés et tout. Et que quelque part après, il y a un journal est sorti pour dire non, c'est pas que je suis contre Talon et je suis contre Yahya Boni, mais je voudrais seulement que les autres s'entendent. Parce que ça ne vend pas. Ça ne vend pas de dire je vais cristalliser mon attention sur Yahya Boni et je vais l'étudier. Ça ne vend pas non plus. Et donc, j'ai vu la réaction des gens même lorsque le groupe des anciens députés est sorti. Donc, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui ont fait et qui peut nous rapprocher du peuple. C'est ça ce que nous devons, les hommes politiques doivent savoir. Qu'est-ce que nous faisons et qui peut nous rapprocher du peuple. Quand vous allez dans ce sens-là, vous allez avoir des gens derrière vous. Mais, toujours est-il que, après cela, il faudrait que d'autres leaders se lèvent. Je l'avais dit, et pour finir peut-être par là, que à un moment donné, le président Yahya Boni avait senti que s'il ne prenait pas la tête de la troupe, et que cette troupe-là risquait de disparaître. Et moi, je me rappelle, quand on a fini les élections, qu'il y avait les 28 députés pour les démocrates, beaucoup disaient, oh, c'est pour quelque temps, on va les acheter tout de suite. Et donc, quand vous dites ça, à côté de Yahya Boni, il dit, non, je prends la tête de la chose comme ça, moi, je peux discipliner les gens, ce qu'un autre leader ne peut pas faire. Vous voyez ce que je dis? De la même manière aussi, dans le cadre de la mouvance aujourd'hui, si le président Talon lâche du reste, eh bien, ça va se disperser. Il n'y a pas un seul leader qui puisse rassembler les gens dans ce camp-là. C'est la nécessité de suivi politique qui les amène à faire ça. Maintenant, reste à savoir comment mener le jeu pour qu'on puisse comprendre que ces analyses, ces affrontements d'idées, c'est le jeu démocratique qui veut ça. C'est le jeu démocratique. Agapit disait quelque chose tout à l'heure pour dire, est-ce que moi, même là, je peux me lever et dire je vais être candidat? Non. Peut-être que c'est là, peut-être les méfaits de la réforme partisane. La réforme partisane est telle aujourd'hui que si vous n'êtes pas de l'autre côté d'un parti, vous ne pouvez pas émerger comme ça. Eh bien, c'est normal que lorsqu'on voit Richard Boni faire ce qu'il fait, on se dit, bon, mais il est venu amener la galerie, je ne sais pas, je pense qu'il doit avoir pris des congés. Ça, c'est une autre histoire. On va suivre très rapidement cette séquence que Agapit Napoléon Mafouricain évoquait tout à l'heure sur le pardon, en tout cas cette séquence qui oppose le président Talon au président Boni Yahya. Je vais vous le dire, je vais ouvrir une brèche. Dans ce Atchakpodi, en entendant cette discussion sur la barre palabre, où on va mettre tout ça sur la place publique, devant les concitoyens, pour que les gens comprennent. Il y a eu une conférence de presse d'un certain maître Agbo, le 18 septembre 2012, je crois. Et maître Agbo aurait dit, je n'ai pas suivi la conférence de presse, j'étais à un dîner, c'était le jour anniversaire d'un ami qui m'a invité à un dîner, et j'ai appris plus tard. À cette conférence de presse, il aurait dit, ce monsieur, que
le président Yaïbouni passerait sur les cadavres des Béninois pour un troisième mandat ou pour continuer ce qui se fait. Et que le pays allait très mal et qu'il fallait au moment opportun que le régime plie ses bagages et qu'on chante autre chose. Et le président d'alors a dit ou a compris ou a décrété ou a imaginé que je suis à la base de cette conférence de presse, que c'est moi qui aurais commandité cette conférence de presse. Et le lendemain, il était à Abuja, je vais vous le dire, hein, et a instruit le service d'État, de défense et de sécurité, par la justice, d'aller me chercher. Et quelqu'un, parmi ceux qui ont été instruits, m'a appelé, m'a dit Monsieur Talon, nous savons que vous êtes un peu de nature casse-cou, téméraire, mais cette fois-ci c'est sérieux. Nous avons été instruits pour aller vous chercher par tous les moyens, quittez le pays. Quittez le pays, ne soyez pas suicidaires. J'ai informé mon épouse, j'ai dit, moi, je ne suis pas un fuyard. Je vais voir ce qui va se passer. Mon épouse m'a dit, Patrice, debout hors du pays, tu feras le combat. Mais sous terre, non. Ce n'est plus possible. Alors, tu ne feras pas le con. Comme je suis quelqu'un d'assez... Parfois, certaines personnes, quand elles parlent, elles me donnent des recommandations, je suis docile, comme on dit. Je suis parti. Et puis, ça ne suivit tout ce que vous savez. Tentative de coup d'État, d'assassinat, d'empoisonnement et tout le reste. Je vous passe des détails, parce qu'on va en parler le jour du Achakpodji. Et puis... Vous y tenez visiblement. J'y tiens, parce que c'est bon que les Béninois sachent enfin les détails de cette comédie-là, qui continue d'ailleurs de polluer l'atmosphère. La justice de mon pays a dit que non-lieu, tous dont étaient accusés n'avaient jamais existé. Même si les juges à l'époque, qui étaient quand même sous ordre, ont cherché par tous les moyens à prouver que Talon a eu l'intention, a voulu faire, mais en fin de compte, ça ne s'est pas passé, il n'a pas fait, bref. Et il y a eu un non-lieu. Je n'ai été reconnu coupable de rien du tout. En France, pareil. Mais comme j'étais actif politiquement, mon prédécesseur, le président Yaïbouni, a souhaité qu'on fasse la paix. Ce n'est pas moi qui ai sollicité une paix. Moi qui ai sollicité la réconciliation de deux hommes. Bien que je sois un homme de paix, de réconciliation. Mais l'initiative ne vient pas de moi. Et le président, l'ancien président du Sénégal, le président Diouf, qui était secrétaire général de la francophonie, a été appelé, on lui a demandé, j'étais à Paris, de m'appeler et de me demander qu'il faut qu'il y ait la paix entre mon aîné et moi. Mais qui refuse de faire la paix? Je suis allé à la convocation du président Abdou Diouf. Et il m'a dit, il faut que tu fasses la paix avec ton aîné. J'ai dit, mais moi je veux bien, je n'ai jamais fait la guerre à personne. Et c'est cela qui a donné lieu à des échanges du genre. Et puis on vous dit, vous savez, en Afrique, quand on vous dit, même si tu n'as rien fait à quelqu'un, dis pardonne, demande pardon, demande excuse de tout ce qui a pu arriver. Je dis, je n'ai fait rien à personne, je suis condamné pour rien, je suis accusé de rien. Je n'ai pas à demander quoi que ce soit. Mais, en fine, c'est faire preuve de rancœur que de ne pas dire à son protagoniste, écoute, si j'ai pu t'offenser, si j'ai pu te faire du tort en quoi que ce soit, si j'ai pu en quoi que ce soit, alors je le regrette. C'est une forme élégante de dire je suis prêt pour la paix sans dire je ne suis coupable de rien. Parce que, vous savez, vous pouvez offenser quelqu'un juste parce que vous êtes une embûche, un obstacle à ses ambitions. Ou bien la personne a pensé que vous l'avez méprisé. Donc quand on veut faire la paix vraiment, c'est une formule consacrée. Et quand vous êtes à la presse, allez chercher les documents qui ont été publiés à l'époque, par lesquels Talon aurait dit, ok, on fait la paix, et lisez, vous allez voir ce qui a été dit. Je n'oublie pas ces choses-là. Et j'ai dit, si j'ai pu vous faire du tort, du mal, de quelque manière que ce soit, alors là, je regrette. Mais je suis un ami, mon aîné, président de mon pays.
Non, moi, j'ai jamais demandé que Yabou me pardonne de quoi que ce soit. Il m'a pardonné de rien du tout. Parce que je n'ai rien fait, puisque je suis condamné pour rien et rien du tout. Oui. Alors, comment on peut faire l'amalgame entre ce théâtre qui est né Voilà, nous allons visiblement Alain Adibou est en ligne, nous allons le recevoir. Alain Adibou, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Comment allez-vous? Moi, je vais bien, et vous-même? Ça va très bien, le plateau vous salue. Voilà. Alors, nous discutons ce soir de Talon Yayi, de ce duel qui nous tient en haleine depuis quelques années déjà, plusieurs années. Comment vous appréhendez un peu ce mano à mano entre les deux personnalités? Comment j'appréhende ce duel-là? Pour moi, c'est un duel inévitable. Qu'il vous souvienne, je n'ai pas l'occasion de suivre en direct l'émission télévisée, je ne suis pas dans les conditions à cet effet, mais qu'il vous souvienne que en 1995-96, lorsque le président Soglo devait finir son premier mandat, espérant un deuxième, la façon dont il a géré le premier mandat par rapport à son prédécesseur immédiat, le général Mathieu Kérékou, a fait que la population n'a pas oublié Kérékou. Parce que les actes comme les paroles de Soglo se référaient assez régulièrement à Kérékou, et Kérékou a été victimisé d'une certaine façon par son successeur immédiat. Je voudrais juste rappeler cela. Je disais tantôt que le duel Talon Yayi, selon moi, est un duel inévitable. Aujourd'hui, si le président Yayi donne l'impression de remonter, d'avoir un peu le vent en poupe dans l'opinion publique, de mon point de vue personnel, c'est faute à la gouvernance du président Talon. On ne doit pas oublier que à la fin du régime de Yayi, la situation n'était pas bonne dans le pays. Le président Yayi n'était plus applaudi comme il l'était auparavant, juste avant de passer la main à son successeur. Si le successeur avait continué à faire le travail au plan social pour renforcer, j'allais dire, son arrivée, pour faire asseoir véritablement son arrivée, à mon avis, il aurait fait, s'il avait procédé ainsi, ce que le président Yayi avait laissé comme opinion relativement favorable aurait progressivement disparu. Ça n'a pas été le cas. La gouvernance de Talon a été mise sous le signal très fort de la rupture. Rupture avec tout ce qui se faisait avant. D'accord? Mais le Bénin est très sensible, le Béninois, pardon, est très très sensible au social. Son prédécesseur immédiat avait mis l'accent sur le social. Je ne dis pas qu'il ait réussi à 100%. Le président Talon est arrivé, a mis l'accent sur ce que nous savons, les constructions de routes à gauche, à droite, l'économique un peu, disons ça comme ça, mais il n'a pas forcément tout réussi. Et puis, nous avons vécu de 2016 à 2019. De 2016 à 2019, le président Yayi n'était plus dans l'opinion publique comme il est revenu actuellement. Si le président Talon, autour de l'année 2019, avec ce qui s'est passé, deux parties de la mouvance se sont retrouvées à l'Assemblée nationale et, j'allais dire, les blessures de notre démocratie, de notre système démocratique. C'est ça qui a fait qu'en 2019-2020, le président Yayi s'est retrouvé comme la plus grande des victimes. Et puis, il a été mis au repos dans sa propre maison, etc. Donc, sa popularité a remonté progressivement à cause des insuffisances du régime Talon, selon moi en tout cas. Donc, de mon point de vue, ce duel-là est inévitable. Est-ce que ce duel-là est utile pour le pays? Ma réponse c'est non. Parce que nous n'allons pas faire tous les 10 ans
de 2006 à 2016, de 2016 à 2026, n'allons pas nous amuser dans le pays à réduire les problèmes du pays au conflit entre deux anciens amis, fut-il même s'ils ont été présidents de la République. Il faut que ce duel-là s'arrête. Comment l'arrêter? Cela revient au peuple béninois de prendre la décision à cet effet. Voilà, on vous entend sur ce pan-là de la question, mais est-ce réaliste de penser que ce duel va s'arrêter d'ici là, comme vous l'espérez? Dans tous les cas, les deux, constitutionnellement, ne peuvent briguer la magistrature suprême dans notre pays. C'est fini. Merci au président Talon d'avoir renforcé l'article qui limite à 2 fois 5 au maximum la présence de quelqu'un au pouvoir dans notre pays. Et s'il était nécessaire, plus tard qu'on va réouvrir la Constitution, de renforcer davantage, à mon avis, on le ferait en interdisant toute velléité de troisième mandat. Là, c'est un autre débat. Donc, est-ce qu'on peut l'éviter? À mon avis, les deux personnages ne peuvent plus devenir président de la République dans notre pays à partir de 2026. C'est déjà un acquis, c'est tant mieux. Mais les deux camps vont s'affronter. Les deux camps vont s'affronter et il y aura toujours un affrontement sous le couvert des deux personnages. Maintenant, 2006 à 2016, c'était le président Yahi. 2016, il y a eu affrontement, disons ça comme ça. Le président Talon est arrivé. Est-ce qu'en 2026, le président Talon acceptera facilement que quelqu'un du camp de Yahi lui succède? Ça, c'est un autre débat. Normalement, il n'y a pas de sentimentalisme au niveau de la gestion d'un pays, au niveau du pouvoir. Normalement, quiconque, un citoyen qui aurait l'accord, l'assentiment du peuple, le soutien populaire et qui serait élu président de la République, quel que soit le cas, le chef de l'État sortant lui passera la main. Donc on verra toujours derrière celui qui va arriver, on verra toujours la main du président Yahi. Voilà. Ce qui est évident, c'est que le président Talon est en train de finir. Il va se battre pour que son successeur ne soit pas loin de lui, soit peut-être, si c'est possible, de sa famille politique. Les autres qui sont de l'opposition, comme moi, nous allons nous battre pour que ce soit l'opposition qui prenne le pouvoir pour remplacer le président Talon. Voilà. Et là, il y aura le duel. Il y aura le duel forcément. Il y aura le duel forcément. Pour finir sur cette question, est-ce qu'il y a un risque en temps ce duel-là dégénère autrement? Pardon, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pensez qu'en temps il y a un risque d'ici 2026 que ce duel dégénère? Il ne faut pas le souhaiter. Il faut le souhaiter, ça dépendra des deux personnages. Il ne faudra pas du tout le souhaiter. Le peuple ne sera pas là comme un arbitre, encore moins un arbitre passif. Je m'excuse de le dire en ces termes-ci, le pays n'appartient pas à deux personnes. Même s'ils ont été successivement présidents de la République dans notre pays et ils nous ont sûrement rendu des services. Donc, si ça doit dégénérer, ça dépendra du peuple. Et ça dépendra aussi des deux personnages. C'est pour ça que, selon moi, le peuple doit rester très éveillé. Pour moi, à partir de 2024, il s'agira pour le peuple de faire un éveil citoyen, un éveil politique. J'ai déjà dit la veille, une veille citoyenne, une veille politique, pour que rien de ce qui va blesser, excusez-moi l'expression, blesser le pays, menacer la paix, la cohésion sociale, l'unité nationale, que rien de tout cela ne nous arrive pour que nous puissions franchir les étapes jusqu'en 2026 et que nous passions les élections générales jamais encore organisées dans notre pays, celles de 2026, qu'on les organise dans la paix et dans la très grande réussite. C'est un souhait et nous devons normalement rester très vigilants pour que ceci se réalise pour le bonheur du pays. Merci Alain Adiou pour votre participation à nos échanges de ce soir. Merci à vous et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. On revient sur ce plateau. Joël Ataï-Guélégué, je vais vous laisser réagir à l'intervention d'Alain Adiou. Je crois que ce que M. Adiou vient de dire s'entend.
Tout ne dépend pas non plus de ceux qui observent, malheureusement. Donc, il est quand même important que les deux personnalités sachent raison garder. Je veux croire que le sens de la responsabilité va les habiter jusqu'au même au-delà de 2026. Ce pays n'a pas eu de chance à sa façon. Agapit parlait d'Albert Tévoyéré. Qu'est-ce que ça aurait été si on avait eu un second tour, Soglo Tévoyéré? Mais le fait d'avoir quelqu'un du passé et avec un nouveau a toujours été une source de polarisation, de cristallisation, voire de dramatisation. Bon, c'est notre héritage. Le président Yahi, en 2006, n'a pas su se tenir loin de la campagne. On a même pensé par endroits que c'était lui. En 2016, oui, autant pour moi, que c'était lui le candidat. Alors qu'en 2006, le président Kérékou était superbement retiré dans ses filaos, observant de loin, peut-être tirant les ficelles en tout cas, mais il a eu la posture du chef de l'État au-dessus de la mêlée. Le président Talon a annoncé qu'il ne serait pas loin, qu'il s'intéresserait. La question est de savoir comment il serait actif. On ne peut pas empêcher, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est resté au pouvoir une dizaine d'années de ne pas s'intéresser à la suite. Tout est dans la manière. Et si peut-être nous réussissons ce cap de 2026 avec un autre style, parce que malheureusement, c'est les personnalités avec leur style qui viennent. On n'a pas de tradition, c'est très variable. On a eu dans le genre de l'affrontement irréductible, le président Kérékou et le président Zissou qui ont fini par cohabiter. Et le président Zissou redevenant, alors qu'il était condamné à mort 2 fois, le président Mbedji n'a pas moins été condamné pour autant. Et ils ont tous collaboré avec lui, l'un comme Premier ministre, l'autre comme conseiller spécial. C'est un paradoxe, mais on ne vient plus nous faire le point de manière conjointe. Donc, on solde tout. Et tant pis pour ceux qui y ont perdu leur vie, y ont perdu leur force, leurs moyens. Donc, peut-être que le président Talon, le président Yahi auront quelque chose de meilleur à nous offrir. En tout cas, ils ont le temps d'y penser et de faire en sorte que le Bénin-Eton soit effectivement un pays de grande tolérance avec la diversité de ce que nous sommes. Et on ne changera pas les gens tels qu'ils sont. Chacun a besoin de se justifier, mais point trop n'en faudrait. À la National africain, à la suite de ce que Alain Adjou vient de dire, est-ce que vous pensez qu'il est est-ce qu'il est réaliste, comme je lui ai demandé, qu'il est réaliste de penser que ce mano à mano s'arrêtera de sitôt, même en 2026? Nous avons eu des séquences. On avait d'abord eu la séquence au Talon. S'expliquait. Moi, comme je l'ai dit, je suis de ceux qui pensent qu'il a bien fait de mettre sur le tapis sa position. Je le dis d'autant plus que cela a disons, eu beaucoup d'influence sur la suite. N'oubliez pas quand il a dit que le pardon était un péché, que à certains moments le pardon pourrait être constitué une faute. Les gens ont commencé par noyer les raisons en disant que lui-même il a été l'objet de pardon. En fait, il faut voir d'où était venue cette question. Le président Talon, par cette intervention, a réagi en disant lui n'a été pardonné de rien, parce qu'il n'a été coupable de rien, reconnu ni au Bénin, a reconnu au Bénin comme en France du non-lieu. Et donc, ce qu'on lui reprochait était une pure invention. Donc, c'est clairement ce qu'on retient. Et ça, pour la clarté des débats et pour l'histoire, c'est important de le dire. Et en fait, en demandant à Tchakpodji, c'est vrai qu'il dit, je le mets au défi. En fait, c'est clair, c'est le débat. Si on doit aller en français, à Tchakpodji, je te mets au défi, si tu veux, viens, on fait le débat. Et ce débat est utile pour l'histoire, et parce qu'en fait, il faut écrire l'histoire. Nous le disions la dernière fois, il faut écrire l'histoire. La question d'empoisonnement a mis aux prises plein de personnes, au-delà des 2 personnes, mais c'est des amitiés, c'est des relations de collaboration qui ont été perturbées pendant des mois et des années. Donc, du coup, c'est important qu'on écoute la deuxième version. Moi, je pense qu'en tant que journaliste, nous sommes des historiens de demain, comme on le dit. Ce qui est fait aujourd'hui,
conditionne demain. Et donc, du coup, il est intéressant aujourd'hui que... Il paraît quand même que le livre du juge qui avait tranché ce dossier-là a dit beaucoup sur le dossier. Le juge n'est pas parti. Son livre. Le juge n'est pas parti. Et puis, c'est le professeur Rolo disait la dernière fois qu'il a dit il n'y a pas eu début de l'action et que par conséquent, l'action n'existe plus. Est-ce que le professeur Rolo appelle ça, c'est Rolo, ça, c'est le juge. Et ça, le juge, oui, c'est celui qui a jugé. Ici, non, mais moi, je suis devant l'acteur principal. Et tu me dis, tu vas avoir des comparses. Moi, je suis devant l'acteur. Non, mais l'acteur se base sur ce que le juge a fait. Georges Anago, je peux continuer? Ah, d'accord, bon, vas-y. Bien. Donc, du coup, il n'y a pas eu condamnation. Et comme il n'y a pas eu condamnation, il est évident que quand les gens lui opposent un pardon, il dit, moi, je sais pas. Donc, voilà le débat. Si Yahibouni est si convaincu de ce qu'il dit, de ce qu'il a servi à l'opinion, ou s'il n'a pas distrait l'opinion, ou bien n'a pas récupéré ou joué de sa position du pouvoir de 2012, mais qu'il rentre dans le débat. Maintenant, il est libre d'entrer, de ne pas entrer. Alors, au lieu de nous donner une version, on est passé dans des trucs on tripatouillé, hein, on va essayer de le convertir. Bon, donc, là, c'est une autre manière de dire, moi, je passe ça ne m'intéresse pas. Et donc, du coup, droite, l'opinion prend acte de ça. Donc, ce débat était utile pour moi. Mais maintenant, ce que tu as dit, oui, en l'écoutant, bon, c'est l'opposant qui parle. Mais donc, dans l'absolu, Yahibouni n'a pas gagné du terrain. Il faut qu'on soit clair, entre 2016 et aujourd'hui. En 2016 et aujourd'hui, quand son parti, les démocrates, est allé aux élections de janvier 2023, il a eu à peine le quart de l'électorat. Jésus avait gagné 26%, si je ne me trompe, au premier tour en 2016. Lorsqu'on regarde les scores, peut-être c'est Yahibouni même qui a fait campagne en 2016, Jésus n'a pas dépassé, il était autour de 26%, si je ne me trompe, ou 28%. Il était en tête au premier tour. 28%. Il y a 28, 24, 26, c'est tout ça. Donc, 28%. Mais le score des démocrates, on est autour de la même chose, dans l'absolu. Donc, du coup, qui a gagné en 2023? C'est Talon. Donc, quand on dit qu'il y a l'opposition, non, l'opposition, il y a occupe le terrain. Et lorsqu'un ancien chef d'État vient, c'est normal que ça court de partout pour le voir. Mais ceux qui n'ont jamais vu, ceux qui n'ont jamais touché des doigts, des mains, tout ça, là, moi j'ai vu Kérékou en 91 pendant la campagne électorale. Mais tout Cotonou courait pour aller le voir. Parce que M. Kérékou qui est resté tout le temps dans le véhicule vite teinté, tout ça, quand il sort, tout le monde veut voir le phénomène Kérékou. Et pourtant, aux élections, bon, c'était pas la razzia à Cotonou pour lui. C'est dire que cette foule qu'on voit n'est pas l'opinion, c'est la masse. Et la masse, elle n'est pas intelligible. Donc, ceux qui pensent que Boni reconquiert le terrain, moi je trouve qu'il ne faut pas tomber dans cette dynamique, enfin dans ce cliché de la masse. La foule ne fait pas l'opinion, la masse ne fait pas l'opinion. Elle crée le buzz. Et donc, on ne peut pas prendre le buzz pour la réalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dis, c'est que les deux, ils ne vont pas aux élections, c'est vrai. Mais qu'ils ne vont pas aux élections, après les élections, ça va plus se cristalliser entre les deux. Nous sommes en transition d'un système qu'on a connu depuis 60 vers un autre qui est révolutionnaire. La réforme du système partisan, qui est le patron aujourd'hui de l'UPR. Théoriquement, c'est José Jobrino. Il n'a pas créé le parti. Il a hérité. Donc, il n'est pas le propriétaire du parti. Qui est le patron du BR? C'est Biotchané. Il n'a pas créé le parti. Il n'en est pas le propriétaire. Il n'en est que le président. On peut le démettre demain. Donc, quand je regarde qui est le patron des démocrates, même s'il a créé, il peut quitter là. La preuve, il a remplacé Éric Moundete. Un autre peut le remplacer. Parce que même s'il prend son fils qui devient président de la République, c'est pas évident que les amis de son fils soient ses propres amis. Donc, du coup, après 2026, nous allons quitter cette bipolarisation sur les anciens et ça va se jouer maintenant au niveau des partis. Moi, je pense que le temps où ça joue le yo-yo là va finir. Talon et Yahi vont se retrouver entre anciens présidents de la République, autour du patriarche Soglo, le père, c'est longévité profonde pour lui, pour que les trois forment enfin ce cercle des sages de la République qu'on attend, c'est-à-dire des anciens qui ont vu, ceux qui ont fait. Quand on était ancien président, c'est qu'on a vu, on a fait mieux que d'autres, parce qu'on a vu mieux. Et donc, du coup, sa parole ne peut pas être en désordre. Et donc, je pense que Talon, à la retraite politique, en tout cas à la retraite institutionnelle en tant qu'ancien chef d'État, en tant que président de la République, il va donc pas forcément en retraite politique. Non, pas. Oui, il quitte l'action publique quotidienne. Et parce qu'il faut faire la nuance. Soglo, on peut dire qu'il est en retraite politique. Moi, je ne veux pas dire le mot retraite. Oui. J'utilise l'action. Il quitte l'action politique directe. Il sera sans doute dans l'ombre.
Il va peut-être inspirer d'autres. Il va peut-être faire des conférences. Il va peut-être animer mais il ne sera pas actif aussi qu'on le voit on voit certains Boni Yayi aujourd'hui. Mais Boni Yayi est à l'ancienne. Patrice Talon a bâti le système partisan et il en est jaloux. La preuve, ce qu'il dit de candidat là, pourquoi il met tout au cœur des partis? Mais demain, il ne va pas s'asseoir à la chaise du BR comme de l'UPR, ni de Moelle comme de Renaissance. Il sera obligé soit de choisir, soit de ne pas choisir. Et puis s'il ne choisit pas, il ne sera pas membre d'aucun des deux partis. Il peut venir comme patriarche, mais il ne peut plus être celui qui désigne. Et ni de l'UPR, ni du BR. C'est dire en fait quoi? Que nous, les focalisations vont se faire sur la base des leaders politiques du moment. Et donc le débat va être beaucoup plus orienté. Mais, et je finis par là sans doute, voyez, le problème qui se pose, ce n'est pas que les deux hommes, c'est aussi les intellectuels, l'élite. Est-ce qu'on a une opinion publique politique utile? On n'en a pas. L'opinion que nous avons, c'est des partisans. Et donc, le débat est déjà orienté ou est déjà réduit, atténué par leur position politique. C'est bien que un sujet, quand on va mettre sur le tapis, qui a besoin d'analyse pointue, d'hypothèses et peut-être de projection, on n'arrive pas à le faire parce que tout le monde a un camp. Et puis tout le monde a un camp, on ne voit pas. Or, ailleurs, il y a une opinion intelligible qui essaye de poser les problématiques, de mettre en place quelques hypothèses et de lancer le débat. Ouais, on est à la veille donc de code électoral. On dit la Cour constitutionnelle a ciblé un ou deux éléments dans le code qu'il faut ajuster. Ça n'a pas besoin de grande concertation. En réalité, c'est des positions politiques. Que pensent les démocrates? Bon, ils ont rencontré le chef de l'État. Ils nous ont dit ce que le chef d'État a dit. Ils n'ont pas encore dit leur position. Oui. Le pire, c'est pas eux. C'est les partis de la majorité qui n'ont pas été en mesure de rendre compte. Mais ils sont mieux comme cap parce qu'ils ont écouté le chef de l'État. Ils ne sont pas capables d'adapter le discours qu'ils ont eu, que le patron a eu avec eux, le chef de l'État a eu avec eux. Ils ne sont pas en mesure de l'adapter aux médias. Mais c'est une pauvreté dangereuse dans la communication politique. Parce que le Conseil des ministres, ce n'est pas tout ce qui se dit qu'on sert à l'opinion. Il y a un travail intelligent qui est fait pour conserver à l'opinion ce qu'on doit lui servir. Les communications que nous avons là, ce n'est pas le statut total de ce qu'il dit. Alors, mais quand vous rencontrez le chef de l'État, vous devez dire, mais nous servons quoi aux médias? Et vous devez servir aux médias l'essentiel. Pourquoi demain vous ne serez pas mis en déroute, mais au même moment que vous ne lancez pas le jeu avant le jeu. Donc, que vous ne tracez pas les éléments qui doivent du couvent. Mais vous voyez, ils ont quitté. Ils sont rentrés chez eux tranquillement. Bon, on a pour chasser le président du groupe parlementaire, l'UPR, lui, il a pu parler. Mais ouais, le BR est mieux. Ils n'ont rien à dire. C'est là qui fait que, quand quelqu'un comme Yayi Boni fait le yo-yo, naturellement, si ta partie ne lui répond pas, personne ne lui répondra. Les anciens députés, ça devient anecdotique. Mais bon, ça fait partie au moins donc du spectacle qu'on sert à l'opinion. Oui. Donc, sans contenu, sans débat, alors les acteurs ont vu. On tend un groupe de jeunes semble avoir émergé de manière transversale. Pardon? On tend un groupe de jeunes semble avoir émergé. Oui, il y a un groupe de jeunes qui vient pour préserver les acquis, mais tant mieux. Heureusement que Agapit n'est pas le conseiller politique des partis de la mouvance. Parce que, voilà, les analystes... Non, mais est-ce que tu peux donner ce débat? Oui, je dis. Donne ta position. C'est toi qu'on veut écouter. Non, les commentaires. On est bien reparti. Reste, dis ce que toi tu penses. Non, faut pas me... C'est-à-dire que, trouver que le phénomène qui s'observe du côté du parti Les Démocrates, mais particulièrement conduit par le président et l'ex-président Yayi Boni, dit que non, il n'a pas gagné de terrain, il n'a pas fait chose là. Moi, je te dis les chiffres. Attends. Quand on dit ça, on dira que les autres ont raison de ne pas s'agiter. Ceux qui sont en face. Vous dites, bon, mais c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas d'opinion. D'accord. Vous savez, si vous vous rappelez, quand est-ce que le phénomène québécois a commencé? Après que le président Soglo a dit son discours. C'est pas vrai. Je vais corriger ça. C'est d'abord, depuis les législatives de 95, les leaders de l'opposition se retrouvaient déjà pour chercher un. Donc, avant décembre 82, je lui laisse après. Avant décembre 95, nous parlons de l'histoire.
avant décembre 1995, Ouestroglo a parlé à la Haute de la francophonie. C'est ce que j'ai Les dit. leaders J'ai dit étaient ça déjà aussi. autour de Kérékou. J'ai dit après que Soglo ait fait ce discours-là, je parle maintenant des sorties de Kérékou à partir de là. Kérékou, vous savez, parfois, il s'amusait à aller à Gari. Et quand Kérékou descend à Garito, c'est la foule qui se mettait autour de lui. Donc, le phénomène a commencé par naître à partir de là. Et c'est ça qui a donné l'idée aux leaders politiques de dire, ah donc ça va prendre. Si on cultive ça, on peut y aller. Donc, ils sont allés, effectivement, ça a pris. Si aujourd'hui, et Alain Diou, le professeur Alain Diou a raison quand il dit, si vous victimisez l'autre, le peuple béninois prend tout de suite parti pour la personne qu'il pense être victimisée. C'est-à-dire que quoi? Lorsque les événements de 2019 sont passés et que le président Yahya Bonnet a été de faire, bon, mais c'est vrai que ça, on peut appeler ça une prison améliorée, c'est-à-dire de rester chez lui pendant 52 jours, les gens attendaient, les Béninois attendaient, ils écoutaient. Il y en a qui étaient frustrés par rapport à ça. Et c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on a, et en 2023, pour les législatives, quelle vraiment grande campagne a eu lieu de leur côté? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais ce que les gens voyaient en eux, ce que les gens voulaient, ils ont exprimé ça en allant voter pour. D'accord? Et en clair? Et en clair, ce qui se passe aujourd'hui. Non, le score. Le résultat. Ouais, non, Agapit. Le résultat. Allez-y, allez-y, Les allez-y. histoires allez-y. du score. Le Allez-y. score. Oui, c'est ça, c'est Le ça, score, tout le monde le sait. Et on interprète les scores. Ah D'accord? Donc, laisse ça. Donc, c'est pas des urnes. Agapit. Oui. Laisse-moi. Non, il faut que notre spectateur. Moi, je suis clair que Hein. ce conseil-là que tu donnes pour dire, Non, bon, je donne le des score conseils. par rapport au score, ça Oui. fait un quart, Oui. un tiers, c'est pas important, c'est faux. Ah bon? C'est faux. Allons-y, voilà. C'est faux, c'est très important parce que là où nous allons, si ça doit continuer comme ça, le président Talon lui-même sait, et c'est pour ça, il s'est dit, il faut qu'il commence par, enfin, se donner de la voix. Il faut que lui aussi commence par donner de la voix. Seulement, on le regarde, on dit, ah, c'est le chef de l'État, est-ce qu'il a besoin de faire ça? Et après, d'autres arrivent pour dire, oui, ceux qui sont autour de lui, c'est eux qui ne font pas le travail. S'il faisait le travail, lui-même n'a pas besoin de sortir. Qui a dit ça? Toujours est-il que la voix de Talon, c'est différent de la voix de John Benou, c'est différent de la voix de Biachane. de Biachane, bon voilà, de la voix de tous ceux-là. Donc, aujourd'hui, je pense plutôt que il faut tenir compte de ce qui se passe. Il faut tenir compte de ce qu'animent les démocrates, ce qu'ils sont en train de faire. Si on tient compte de cela, ça permet à l'autre camp aussi de se préparer. Mais comment s'organiser? Parce que, par exemple, la dernière fois, on a vu les deux leaders se rencontrer. Les deux leaders se rencontrent. Qu'est-ce qui les anime? Est-ce qu'ils veulent unir leurs forces? S'ils veulent unir leurs forces, ils doivent devenir un seul parti politique. Parce que s'ils restent toujours partis, l'autre campé dans son camp, ils ne pourront pas unir la force telle qu'ils auraient voulu pour pouvoir affronter ce qui arrive. Alors que ce qui arrive est quelque part déjà polarisé, quelque part où les gens se sont déjà rangés. Vous avez vu ce que M. Adiouad dit, moi je suis de l'opposition et nous allons nous battre pour que quelqu'un de l'opposition prenne le C'est pouvoir. connu, non? Hein? C'est tellement évident. Non, attends. Quand il parle comme ça, c'est qu'il parle de l'union de l'opposition. Non, C'est je qu'il vois. parle de l'union de l'opposition. Non, pas du tout. Non, mais attends, Agapi, tu peux ne pas vouloir cela, mais je pense, je ne suis pas dans son cœur. Mais s'il le dit, parce qu'on sait que si on y va seul, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais si on se met ensemble, on pourra faire mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai, les gens seront obligés de sortir. Si on continue dans le jeu, comme on dit, on ne voit pas UPS sortir, on voit BS sortir et tout, les gens seront obligés de sortir. Mais pas sortir en désordre comme ça, commencer quelque part et puis ils se sont tués finalement. Parce que ce n'est pas la bonne manière. Mais commencer par s'entendre pour que, le BR, là où le BR est fort, que le BR continue d'occuper le terrain. S'ils ont des difficultés à occuper le terrain, c'est en ce moment qu'ils se réfèrent au chef pour dire, par rapport à telle chose, nous on a des difficultés pour occuper le terrain. Et qu'il faut que tu nous aides à pouvoir faire ça. C'est pas le chef qui ira occuper le terrain à leur place. Non, mais quand ils rencontrent des difficultés, le chef peut leur proposer une solution. C'est ce que je veux dire. Quand ils viennent voir le chef, c'est en ce moment que le chef est utile. C'est en ce moment que le chef est leur utile. Mais attendre que ce soit le chef lui-même
qui aille et sur le terrain se mouiller les maillots, ça va être difficile parce que il est en même temps, il a en même temps les attributs de l'État, il est chef de l'État et c'est pour ça qu'on est en train de faire cela. Donc aujourd'hui, ce qui se passe est que les démocrates, le parti de l'opposition, et moi je le dis, et je pense que peut-être aussi le président Talon, quand il doit, il le pense. Si il n'a pas choisi la méthode d'être populiste, c'est ça, c'est différent. Il n'a pas choisi, vous savez, au temps de Yahya Boni, on a dit, on est même allé donner ce qu'on n'a pas. Lorsqu'il a augmenté les salaires à l'université et tout ça, le président Talon ne fera jamais ça. D'accord? Parce qu'il se présente en, je ne vais pas dire technique, mais scientifique en fait. Il se dit, si on n'a pas, on ne peut pas donner. Lorsque, par exemple, ce qui se passe actuellement, les autres officiers par rapport à l'assurance, par rapport à la visite technique, par rapport à cela, ou bien même la décision qui est prise d'envoyer des gens à la retraite, ce n'est pas des décisions populaires. Ce n'est pas des décisions qui vous donnent une certaine popularité. À partir de ce moment-là, de quel côté vous devez tenir le truc pour quand même faire comprendre au peuple que ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qui est nécessaire. Oui, parce que si vous voulez de belles routes, vous devez payer les impôts, vous devez payer les taxes. Si vous voulez le développement, vous devez contribuer. Mais comment on doit faire? Vous voyez ce que je veux dire? Les gens te diront parce que on n'a pas hésité à dire à Soglo, c'est pas pavé, nous allons manger. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais et pourtant, le pavé est nécessaire. Nous sommes la société dans laquelle nous sommes, c'est son niveau d'évolution. C'est là où nous en sommes. C'est pas qu'on est en retard, mais c'est là où nous en sommes. Par rapport à ça, nous devons tenir compte pour agir. C'est ce que moi je pense que le phénomène et Yahya Boni n'est pas l'épiphénomène, mais ça appelle les autres de l'autre côté à pouvoir se battre, à s'y avoir. C'est ce que je disais pour dire, si le président Yahya Boni, il a su, s'il ne prenait pas la tête des démocrates, il ne les voit pas en train de faire le combat la seule sans lui. C'est pour ça. Et puis ça a fait que le président Talon aussi a compris tout de suite que si je n'épaule pas les miens, il va les écraser. Par conséquent, le jeu est bien lancé. Sur la terre, où sont les siens? On parle de Patrice Talon, comme Agapi l'a évoqué tout à l'heure. Pour le moment, il se tait. Je crois que cet appel au mien, ou cette forme d'appel est définitivement derrière nous. Derrière nous. Et que on regroupera les gens sur la base d'autres choses plus défendables. Non, définitivement, les styles ne sont pas les mêmes. Le président Yahya Boni est décidément un populiste invétéré. Bon, donc on le lui laisse. Ça a aussi fait son succès et ça fait sa popularité quelquefois. On aime ou on n'aime pas. Et l'autre est plus froid, plus rationnel et plus... en tout cas, il prend le temps d'y aller et de faire ses démonstrations, le cas échéant, pour se faire comprendre. Maintenant, aucun des deux n'est candidat en 2026. Oui. Qui sont ceux qui, autour de chacun d'eux, peut aspirer à reprendre le flambeau, peut peser dans la balance pour qu'on commence à y croire. Et là, c'est très difficile. Nous sommes en 2024. Des questions plus ou moins cruciales ont commencé à émerger, notamment celle de la révision de la Constitution, qui peut être une lettre à la poste comme un nœud gordien. Tout dépendra de l'orientation des uns et des autres, y compris, et là, l'homogénéité qu'on a au sein des blocs engendrés par la réforme du système partisan peut se fissurer. Si le leadership est convaincant de part et d'autre, on aura des marches ordonnées. Et sinon, ça va être la débandade de tous les côtés. Être candidat à la présidentielle, certes, n'exige pas qu'on soit membre d'un parti ou à la tête d'un parti, mais encore faudrait-il passer par le parrainage des partis. Le parrainage qu'on pourrait avoir si les intérêts changent au sein de chacune des familles politiques. Oui. Donc, chacun des leaders actuels doit avoir à cœur de conduire avec le plus grand doigté ses troupes. On est à un moment crucial, sinon c'est le risque de se retrouver comme des généraux sans troupes.
pendant qu'on les adultes, pendant qu'on les élève au pinacle, peut-être que derrière eux, c'est déjà le désert. Oui. Et c'est là qu'on va apprécier finalement la qualité d'homme d'État, de leader et d'homme d'avenir de chacun des deux. Ce n'est pas le passé seul qui compte. C'est pas les invectives, c'est pas les récriminations qu'on pourrait avoir les uns contre les autres, peut-être même jusqu'à sa mort. Mais donc, comment est-ce que chacun d'eux se positionne pour demain et essaye de positionner le pays pour demain, à partir de 2026, mais à partir de maintenant. Donc, chaque pas va compter. Et il y aura forcément un temps pour la boutade, pour la plaisanterie, mais il faudra un temps pour du sérieux, pour des choses intelligibles, responsables, qui élèvent les gens à la volonté de participer, de comprendre, de prendre leur part de ce combat pour l'édification d'un pays qui tienne la route dans les années qui vont venir. Et ça, c'est un défi qui est lancé à chacun d'eux. Et chacun d'eux, avec son style, va nous démontrer de quoi il est capable dans ce sens-là. C'est tout. Oui. Et les populations apprécieront si le secret de l'isoloir a un sens. J'ose croire que même dans son émotivité, le peuple aura une dose de rationalité pour décider de ce qui est convenable pour demain. Agapine Mafrican, dans ce schéma, je vais poser une question quelque peu anecdotique. De Talon ou de Yayi, qui a tout à perdre et qui a tout à gagner dans ce qu'on est en train de... Dans ce qui commence là, cette séquence. C'est que rien ne commence, c'est ça le problème. Donc personne n'a rien à perdre, personne n'a rien à gagner. En clair, pour moi, on est dans le normal. C'est comme ça que nous évoluons dans le pays. C'est que ce pays a toujours évolué dans les trucs de bipolarisation, donc de focalisation sur des leaders et non sur des idées. Je l'ai dit au début. C'est comme ça le problème. Nous en arrivons. Regardez, le gouvernement a lancé un débat sur la démographie. On a annoncé une conférence qui n'a plus eu lieu. Mais qui a posé des questions? Qui a demandé pourquoi? Qui a demandé? Vous avez écouté un parti qui a donné son avis? Vous ne verrez pas. On n'entendra pas. Ça ne préoccupe personne. Notre maison brûle et nous regardons dehors. Disait Chirac. Je reviens sur ça au Bénin. Ces choses-là n'intéressent pas ni la classe politique, ni l'élite politique, ni l'élite intellectuelle, ni les confessions. Bon, enfin, les confessions. Les catholiques essayent de donner des avis, mais après, bon. Donc, ni la société civile, bon, je vais suivre mon regard. Donc, du coup, alors, tout le monde passe autour de ces sujets. Et mais ça se focalise autour des hommes. Et c'est là le débat. Quand on met Talon Yayi, le duel jusqu'au moment où ils vont quitter la scène. Or, quitter la scène, c'est quoi? Ouais, depuis que Soglo n'est plus en mesure d'être candidat à l'élection présidentielle, est-ce qu'il a vraiment encore été au devant de la scène? Sa parole tient, parce que c'est un ancien président. Jusqu'à l'outre-tombe, Boni Yayi, quand il va dire un mot, ça prendra de la valeur, parce que c'est Boni Yayi, un ancien président de la République. Patrice Talon a quitté le pouvoir dans 50 ans, s'il vit encore, dès qu'il va dire quelque chose, quand c'est Patrice Talon qui le dit, lorsque vous avez été à ce niveau-là, votre parole a de l'importance. Mais de moins en moins, vous focalisez, si vous n'êtes plus au cœur, on vous écoute, on dit, ah, Boni Yayi a dit. Mais il n'a plus. Si dans les démocrates, il se lève un leader qui arrive à faire de la rangue et à rassembler du monde et à dire le contraire de ce que Boni Yayi dit, ça va fonctionner. Mais Boni Yayi ne le laissera pas dire. La preuve, au niveau de FCBE, il a démissionné parce que justement, il n'a pas pu s'entendre avec ceux qui ont pu leur récépissé, mais il n'a pas fait le débat démocratique à l'intérieur. Il n'a pas fait le reconstruit démocratique. Il a démissionné, il a quitté. Ce qui est aussi un axe démocratique, resté au parti. Donc il est parti. Il a créé son parti. C'est tellement facile. Donc, de l'autre camp, Patrice Talon a mis en place son système de faire d'un bipartisme autour duquel gravitent des satellites partisans. Donc, alors, jusqu'en 2026, ça tourne. L'après-midi, il va contrôler, il va être déterminant dans... Et c'est ça qui fait que les autres se taisent et essaient de regarder. Ils ne savent pas comment ça va. Les mouvements de soutien à l'un des proches, pour ne pas citer Olivier Bokor, ont été plombés par la dernière sortie présidentielle. Et donc, du coup, personne ne sait concrètement où aller dans leur camp à eux. Mais il est évident que à l'interne,
le silence, le mutisme des partis ne favorise pas l'extériorisation de l'élite. Et donc, on a l'impression que ça se joue entre deux personnes. Mais à partir de 2026, ça ne sera pas le cas. C'est ça que je disais tantôt. Parce qu'il y aura, de toute façon, un nouveau président de la République qui sera dans d'un camp ou d'un autre. Et dès qu'il s'installe, si c'est un président démocrate, il n'aura plus de la valeur, comme ça, faire le buzz aujourd'hui, parce que c'est un autre qui est là. Si c'est au niveau de la majorité, celui qui va venir, Patrice Talon, sa voix va compter, mais il ne sera plus celui autour duquel tout le monde va se concentrer. Mieux, ceux qui ne seront pas d'accord que l'élection a lieu l'un avant l'autre, au soir de ce 4e dimanche de mai 2026, il se fera que on n'aura plus une seule voix centrale. Il y aura beaucoup de voix. L'installation du nouveau président. On aura voilà. C'est pour dire simplement que nous allons passer un carrefour central. Enfin, un carrefour, il est déjà central. Mais bon, on va passer un carrefour important en 2026 qui va changer la donne, même si elle va rester toujours présente, mais elle ne sera plus comme la même. C'est-à-dire que ce sera la donne du moment. L'élite qui est à la tête de l'UP, l'élite qui est à la tête du BR, ils vont peut-être s'affronter pendant 5 ans. Après, ça va changer selon les donnes qui vont venir. L'un dans l'autre, c'est dire quoi? Que le duel Talon Yahi peut disparaître, mais les duels ne disparaîtront pas dans l'absolu. Il y aura toujours la focalisation autour du pouvoir et celle de l'opposition en face. Le problème d'aujourd'hui, c'est que Talon Yahi, ça se voit, hein, mais demain, ce sera X contre Y. Oui. Maintenant, l'autre phénomène, c'est à l'interne du pouvoir, comme de l'autre côté de l'opposition. Si d'autres camps s'érigeaient, hein, parce que n'oubliez pas, hein, quand les démocrates ont sorti la carte Mandougou, ça n'a pas fait que du plaisir aux gens au sein de ce parti-là. La Mandougou n'était pas à la création, en tout cas de manière visible. Et donc, il y en a qui étaient frustrés à l'interne. Certains l'ont dit bruyamment, d'autres non pas. Au niveau de la majorité, ça va se jouer aussi là. Quand finalement le chef va dire voilà où il va, est-ce que tout le monde va se ranger? C'est à voir. Donc bref, c'est dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être l'échauffement avant le grand match qui peut ne pas se jouer avec les deux hommes et qui peut les laisser coach, donc sur le banc de touche, en train de manœuvrer, mais les vrais joueurs, ce seraient leurs partisans sur le terrain. Oui, justement, dans le scénario que vous venez de décrire, ça suppose que bon, tout soit en ordre, entre griffes jusqu'en 2026. Mais est-ce que paradoxalement, le mutisme des deux parties de la mouvance, en le mettant en parallèle avec l'activisme de l'autre côté, est-ce que ça ne dénote pas d'un certain malaise déjà, de quelque chose qui bouillonne en profondeur? Et donc du coup, est-ce que ça ne va pas s'éparpiller avant 2026? Ça ne peut pas s'éparpiller. Un malaise, c'est normal. Vous voyez, un parti, lorsqu'on a centralisé les partis, l'absence de courant ne permet pas au jeu de s'éclore. On ne peut, autant on est ici, on est différent. L'UPR, c'est un conglomérat d'anciens. Le BR, c'est un conglomérat d'anciens. Ils ne peuvent pas voir tout du même côté. D'autant qu'ils ne sont même pas allés aux élections pour désigner leurs organes dirigeants. Ça a été fait de manière presque magistrale. Donc du coup, c'est logique que tous ne voient pas. Mais il est clair que le système est centralisé autour du chef, celui qui est instigateur donc de cette réforme. Aussi longtemps qu'il restera là, ils seront obligés d'être sages. Mais après, ça va bouillonner. Mais il y a des balises. Donc pour vous, ça ne bouillonnera pas avant? Ça ne peut pas bouillonner de manière brutale. Et on peut avoir quelques petits mouvements avant la présidentielle. Non, mais c'est aussi simple que tant qu'ils seront au gouvernement, voilà, et devant le chef, mais, vous voulez quoi? Mais Joël, les partis aujourd'hui ne se sentent pas au gouvernement. Non. Aucun parti n'est patron d'un ministre. Non. Voilà, ils sont pas au gouvernement. Non, ils sont pas au gouvernement. Non, la preuve. Là, tu blagues. La preuve, en fait, non, c'est que Georges dit. C'est que Georges dit. Je l'entends, pose la question au parti, il faut te dire. Ce que Georges dit est justement la manifestation du malaise. Oui. Mais qui ne peut s'éclore
Parce que tous ces ministres étaient au gouvernement avant la création de ces partis-là. Du coup, ministre A, BR, ministre B, UPR. Mais il est UPR en état déjà ministre. Il est BR en état de... Et il est resté au gouvernement. Donc du coup, lui, c'est sans UPR. Il se sent BR. Personne ne peut lui dire qu'il n'est pas là. Mais ne se sent pas redevable au parti. Non, le parti est où? Encore que Dissel a déjà constaté qu'après on amène Kidan de quelque part qui n'est pas sorti du parti. Non, Georges, Dissel n'est pas sur le plateau. Donc non, mais je me refais à ces analyses. Bon, c'est normal. Non, on peut constater. Il analyse comme nous. On peut constater que parfois. Parce que ce que nous disons, ce que nous disons va dans ce sens. Que parfois les partis ont été troublés par certaines nominations. Mettre des ministres au gouvernement. Et que quand un ministre vient qui ne sort d'aucun des deux partis, ils n'ont qu'à le dire. C'est le phénomène qui se confirme. Non, on n'y est pas. On n'y est pas. Moi, je pense que je reviens un peu à ce que les gens vont rester dociles. En fait, le ministre est le collaborateur du chef de l'État. Pour moi, un ministre, il n'est pas d'un parti. Il ne doit pas, et je suis dans la fermeté du chef qui pense que quand tu es au gouvernement, tu te concentres sur l'action du gouvernement. Mais alors, moi j'exige, en tant qu'opinion, en tant que leader d'opinion, en tant qu'intellectuel, je me le revendique quand même, que les partis politiques jouent leur rôle. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la démission, c'est l'attentisme débordant et désolant des partis. C'est-à-dire qu'ils veulent que le chef de l'État qui est déjà au gouvernement, qui est le patron de l'exécutif et qui est déjà l'action, vienne occuper encore le terrain politique à leur place. Et d'autant que ce qui a été totalement dérangeant, c'est que cette dernière séance-là, où ils n'ont pas été en mesure. Le ministre, il travaille pour l'État. Le ministre n'a pas de parti politique. Nous sommes dans un système centralisé où le ministre, il répond devant le chef de l'État. Du coup, le chef de l'État est à l'action. Les partis politiques, même de revendiquer le chef de l'État, eux, ils occupent le terrain, ils animent la vie politique. En fait, c'est deux niveaux. Donc, eux, ils sont les relais de l'action gouvernementale, mais en même temps, ils sont les éclaireurs de l'opinion par rapport à ce que l'opposition va dire. Mais ici, on ne sent pas ce jeu. Leur fronde contre les ministres ou bien les frondes des ministres contre eux, ça, c'est le terrain. Hein. Les ministres sont des collaborateurs du chef de l'État. Les partis politiques fonctionnent de l'autre côté. Normalement, c'est un partage de rôle. Est-ce qu'ils vont rester comme ça? Oui. Tant que Talon va rester. Et comme je le dis toujours, nous sommes dans une transition, à mon humble avis. Ça ne sera pas le cas dans les années à venir. Après le quinquennat, après 2022, le quinquennat 2026-2031 ne peut pas être comme la décennie 2016-2026 parce que, Talon ne serait plus là. Et comme il a mis fin, son départ mettant fin à la transition. On se dit c'est lui qui a créé tout ça. Donc tout le monde lui est redevable. Moi je pense que comme on le dit. Non, il faut citer vite sinon. Ah non, tu ne vas pas le modèle. Allez-y. Bon, je peux aller. En fait, il me perturbe. En réalité, Talon étant celui qui a créé tout ça, il apparaît toujours, tout le monde lui semble redevable et les gens font l'effort de se taire. Je dis, ils font l'effort. Notre classe politique n'est pas si docile. Mais quand ça va passer, c'est vrai qu'ils savent qu'ils vont faire du bruit stérile parce que le seuil de représentativité plus le parrainage sont deux choses qui vont contribuer à discipliner la classe politique. Mais des mouvements à l'interne, ne soyez pas surpris que des démissions massives vers d'autres pôles créent le beurre, enfin, créer le mouvement, l'équilibre vers d'autres classes politiques. C'est ça qu'on a vu en France après les grands partis comme quand les Chirac ont disparu, le PS a disparu, Paris presque, vous voyez la nouvelle, les gens, les NUPES, vous voyez, ils sont des minuscules, la R, machin. Donc, ils ne peuvent plus faire de grands blocs. Ils sont des minuscules qui sont obligés de se faufiler pour s'en sortir. Ce qui va se passer, c'est que UPR, BR sont des construits sous Talon. Est-ce qu'ils vont rester partis amis? Pas évident après 2026. L'un peut donner le président, l'autre vice-président. Mais leur entente va se gérer sur des questions d'intérêt claires. Ce n'est plus comme la docilité au chef de l'État. Donc, la question que pose Georges Amelon et Georges Anagonou par rapport au ministre va se régler à partir de 2026. Ce ne sera plus la même chose que ce que nous avons aujourd'hui. Je réponds à votre question. Est-ce qu'ils vont être dociles? Ils vont rester autant. Ils vont tenter de rester dociles. En tout cas, pendant 2026, 2024. Après 2025,
s'il y a des cas d'agitation, ils vont subir un peu le sort un peu comme au Meki, jusqu'au moment où les élections font finir. On se passe. Une chose, restons attentifs au débat sur la révision du code électoral. Et le débat là est important. On va voir l'orientation qui va être faite. Est-ce qu'ils vont se contenter de corriger ce que la Cour a dit ou ils vont nous donner aller plus loin? Ça va déterminer le débat. Non, mais ce que moi je pensais que je disais, et on dit simplement que un parti politique, ce n'est pour conquérir le pouvoir et pour l'exercer. D'accord? Mais dans la situation où nous sommes, c'est que les partis sentent que ils ont conquis le pouvoir, mais qu'ils ne l'exercent pas. Bon, il exerce au Parce Parlement. que Ils n'ont pas conquis le pouvoir. Attends. Ils n'ont pas conquis le pouvoir. En démocratie, c'est cela. En démocratie, les pouvoirs, les partis qui forment la majorité présidentielle dépendent du chef et le chef dépend d'eux. Hein? Le chef dépend d'eux. Parce que le chef, pour pouvoir nommer les ministres, par exemple, va consulter les partis politiques. Georges, un régime parlementaire. Ici, nous sommes un régime présidentiel. Ils dépendent de lui. Nous sommes dans un système présidentiel. Les partis ne servent à rien. En tout cas, je n'ai pas dit ça. Oui, c'est ce que je te dis. Non. Quand il faut voter. Ils sont à l'Assemblée, ils animent le débat parlementaire. Très bien. Oui. Et ça s'arrête là. Et les ministres ne Ouais, prennent très bien. pas. Tant que tu seras dans un parti politique, tu vas dire ça. Non, Moi, justement. je ne dis, moi, dans les partis où je vais, dans les partis Les ministres bénins ne prêtent pas serment, ne répondent pas devant le Parlement. Non, c'est pas un régime parlementaire. On n'est même pas un régime semi-présidentiel. Joël, Nous sommes un régime présidentiel. Attends, Joël, tu vas m'écouter. Non, c'est Tu fondamental. finiras pas m'écouter. Bon, Lorsque je veux nous sommes bien. un parti politique et que le chef demande notre soutien et que nous sommes autour de lui, lorsque nous finissons de conquérir le pouvoir, ce à quoi on s'attend tout de suite, c'est la rétribution. Mais ils sont là. Depuis 2016. Allez-y, laissez-le développer. Joël, vous allez m'écouter. Les autres vous diront. Allez-y. Alors, les partis sont dans une situation aujourd'hui, ils disent on ne contrôle rien. Ils veulent Ah bon? quoi? Ce qui Où est-ce qu'ils l'ont dit? Où est-ce qu'ils l'ont dit? Joël, Où est-ce qu'ils l'ont dit? À haute et intelligible. Moi, je ne suis pas ONG. Est-ce que c'est les partis? Je ne suis pas d'accord. Parce que Georges a l'air de Oui, mais parler. laissez-le finir, vous allez réagir. Non, mais où est-ce qu'ils ont dit Alors, ça? si vous- Qui a dit ça? Si vous vous alliez à Agapit, ça ne va pas le faire. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est Non, c'est pas grave. Vous savez, Il faut que tu sois intelligible. on Oui, laisse c'est pas pas un jeu d'alliés. Tout à Non, l'heure, d'accord. non, tu m'avais coupé, donc veux- je me fais ce plaisir aussi. Tout, c'est pas un jeu d'alliés, c'est une jeu claire. Ils disent qu'ils ne contrôlent rien. Qui contrôle le Parlement? C'est pas Talon. C'est quand même eux. Qui contrôle les mairies? C'est pas Talon. C'est eux. S'ils n'assument pas, ça c'est leur problème. Mais au gouvernement, le chef du gouvernement, c'est lui qui nomme les ministres, il fixe les attributions, il met fin à leurs fonctions, les ministres sont responsables devant lui. Et quand c'est comme ça, qu'un parti ne dise pas qu'il contrôle le ministre, dans le cas d'espèce, lorsque le parti a donné, le ministre est entré au gouvernement, il est sous la coupe du chef de l'État. Il n'a qu'un seul chef. Il n'a qu'un seul chef, le président de la République. Bon. C'est pour ça que dans l'ancien système avec Kérékou, comme Yari Yahi, lorsqu'un parti envoie quelqu'un, quand on avait 1000 partis, lorsqu'un parti envoie quelqu'un au gouvernement, il y a toujours un problème entre le parti et le chef. Et l'intéressé, ouais. Le parti veut tout contrôler le ministre. Oh, le ministre est au gouvernement dans l'action politique. Voilà un peu la situation. Très bien. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que une fois que tu es ministre, dans le système présidentiel que nous avons, tu es sous la coupe du chef de l'État. Le parti, lui, doit continuer son animation de la vie politique. C'est en ce moment-là. Maintenant, c'est lors du congrès, maintenant, le ministre doit payer. S'il faut payer une rétribution parti, il doit payer la rétribution. S'il faut il doit faire son devoir envers le parti. Mais le ministre ne reçoit aucun ordre de son parti. Ça, c'est pas Vous savez, je me rappelle, si vous écoutez les mêmes informations que moi, que quelqu'un a quand même dit dans ce pays, il n'y a pas longtemps, que en matière de gestion de cadre des partis politiques, qu'ils ont mal fait. Qu'ils n'ont pas su positionner les cadres des partis politiques. Un député quand même. Ou du moins qui n'arrive pas. Ah, d'accord, un député quand même. Il voulait dire beaucoup de choses qui correspondent à ce que je suis en train de dire ici. Maintenant, lorsqu'on n'est jamais allé travailler dans un parti politique comme Joël, il est ONG, Société ou bien on est comme Agapit, on peut dire ce qu'on moi, j'ai été militant politique. Tu t'avances un peu trop. Moi, je suis militant politique. Tu t'avances un peu. Allez-y, J'ai été militant. ne les provoquez pas. Ne les provoquez pas. Pas besoin d'avoir une carte avant de pouvoir Non, opiner. une Bien déformation sûr. professionnelle peut-être, Non, mais je non, pense que non. le sociologue, il ne parle que de ce qui est.
Et qu'est-ce que les gens disent? Non. Ce qui doit Le être, c'est pas mon sociologue problème. ne va se contenter que de relayer. Je ne me contente pas de relayer, mais je dis, si vous voulez savoir le mal et aller le traiter, vous devez aller chercher la cause. D'accord? Si aujourd'hui on trouve que les partis n'animent pas la vie politique, ne font pas ceci, ne font pas cela, les partis peuvent se dire, mais puisque nous n'exerçons pas le pouvoir. Ah bon, quel pouvoir? Mais les pouvoirs, il y a plusieurs pouvoirs. Ils n'exercent pas le pouvoir exécutif. Tu sais ce que les militants demandent sur le terrain? Les militants accusent les partis de ne pas pouvoir les positionner à des postes donnés. C'est ça l'accusation que les partis reçoivent. Vous pouvez leur poser la question. Alors, lorsque les militants leur disent ça, c'est qu'ils sont en train de leur dire, vos ministres qui sont au gouvernement ne positionnent pas nos cadres. Et c'est ce que l'honorable a voulu aussi dire pour dire, nous n'avons pas su gérer les cadres. D'accord? Quand vous n'avez pas su gérer les cadres, c'est que vous n'avez plus de base. Vous n'avez plus des gens pour vous écouter. En ce moment-là, vous faites comment? Donc, on doit trouver un mécanisme qui permet aux partis politiques qui animent la vie politique de se sentir concernés par les actions du gouvernement. Et pour le faire, c'est qu'ils savent qu'un des leurs est à côté. Parce que, comme Agapi le disait tout à l'heure, les gens étaient nommés ministres avant que le parti ne soit créé. Ils ne doivent pas grand-chose au parti politique. Parce que ce n'est pas le parti, c'est une bonne chose. Quelque part, de dire qu'il faut détacher les hommes de la pression des partis politiques pour que les hommes soient efficaces à leur tâche. Voilà, efficaces à leur poste. Mais c'est aussi une vérité quelque part que ces partis se disent, eh bien, nous on ne positionne personne et vous allez chaque fois les rencontrer, vous allez dans les réunions politiques, ça sort toujours. Mais vous êtes là, vous ne positionnez personne d'entre nous n'est positionné. Qu'est-ce que vous venez nous dire? Vous cherchez quoi encore avec nous? C'est ça, cette réalité, il faut tenir, il faut travailler avec. Peut-être que ce que nous sommes en train de faire maintenant à cause de système partisan, c'est une transition, peut-être comme le disait Agapit, mais on reviendra là. Parce que même si on n'est pas dans un système parlementaire, comme le disait Joël, nous avons la réalité politique de chez nous, qui est que les gens se disent, je vais aller faire le combat politique, je vais gagner le combat politique pour pouvoir exercer le pouvoir en quelque sorte. Si cela n'est pas dedans, le jeu n'est plus intéressant. Pour pouvoir manger. Oui. Non, manger, non, bon, gérer le pouvoir. Sur la terre, oui. Bon, Georges, mon cher Georges. Tu veux rappeler ton parti? C'est pas nécessaire. Non, je n'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit de ce côté-là. Mais je voudrais te dire que je suis d'accord avec la description que tu fais. Mais pas l'affirmation selon laquelle les partis seraient gestionnaires du pouvoir exécutif. Il y a à la tête du pouvoir exécutif un chef de l'État qui a été élu comme tel, président de la République, chef du gouvernement. Il ne va même pas demander un vote de confiance au Parlement. On n'est même pas en régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire. Il est tout. C'est ton monarque. Non, c'est un régime entièrement présidentiel. Ah, ben oui, c'est un choix qu'on a fait. C'est un choix avec ses dérives, ses conséquences. Et parce que nous sommes en transition, où on a un chef d'État ou chef du gouvernement qu'on ne peut pas identifier à un parti politique, il est difficile de le faire asseoir au sein de son parti, comme les Bruno Moussou, ceux de l'Union fait la Nation, un certain nombre, avaient commencé à essayer de le démontrer. Si le chef de l'État était un des nôtres, il serait plus facile de le convoquer, de le faire asseoir pour lui faire des remarques. Et si les ministres, subséquemment, possédaient de ce mécanisme de désignation qu'on essaie de mettre en place maintenant, oui, il serait facile, il serait plus intéressant pour les partis de peser sur la gestion du pays. Donc, pour l'instant, nous n'y sommes pas. Et la question de savoir si, après le départ du président Talon, qu'on ne peut pas identifier à un parti politique, malgré l'existence de grands blocs, la question de savoir si, à partir de 2026, nous aurons rigoureusement un président de la République répondant au nom d'un parti politique. Et, subséquemment, pour la discipline, des ministres issus de ces partis qui sauront qu'il y a une redevabilité, qu'il y a un devoir de compte rendu. Mais je reprends en compte ce que Agapit disait. Une fois que vous êtes appelé dans une équipe pour une chose donnée, c'est comme quand on vous sélectionne d'un club pour aller en équipe nationale. Mais vous n'avez pour drapeau que
l'étendard national. Adieu, pour le moment, votre club. Même quand un entraîneur d'un club devient entraîneur de l'équipe nationale, il ne prend pas pour autant tous les gens de son club. Donc les partis n'ont qu'à nous démontrer de quelle manière ils procèdent à la sélection des meilleurs cadres possibles et comment ces cadres-là, les week-ends ou chemin faisant, quand il faut animer la vie politique, les plateaux, aller vers les gens, expliquer les situations, recueillir les désidératas des populations. Donc comment est-ce qu'on découvre, comment est-ce qu'on voit ces cadres-là au quotidien sur le terrain? On n'a pas besoin d'avoir toujours Yahi Boni ou Patrice Talon dans l'arène. Où sont-ils? En dehors de dire je soutiens Yahi, je soutiens Talon, ça c'est pas une politique. Et ce n'est que ça qu'on dit depuis. Quelle est la construction de ces partis-là? Et puis, est-il normal que des partis d'obédience opposés continuent de chanter à l'unisson? Moi, j'attends de voir comment ils vont désigner le candidat ou le duo de candidats à la prochaine élection présidentielle. Il faut une clarification dans notre pays. Où sont les lignes idéologiques? Où sont les visions de société? Où sont les programmes qui vont avec? Et comment se positionne-t-on éventuellement, même par rapport à ce qui se fait? Moi, je ne vois pas ça. Ce minimum-là, on ne l'entend pas, on ne le sent pas de la part de nos partis politiques. Mais je ne demande pas mieux que de voir des partis actifs, dynamiques et attrayants pour les citoyens. On ne peut pas faire la démocratie sans partis politiques. Je vous rassure. Je n'ai pas besoin de prendre ma carte dans un parti. Mais je peux avoir mon regard. Moi, je ne le dis pas. En tout cas. Voilà. On est en face d'un nouvel ordre. En fait, c'est que notre malheur, ou notre peut-être malheur, ou notre bonheur, c'est qu'on est au début d'un nouvel ordre. Oui. Et donc, du coup, tout reste à prouver. Il y a ce qu'on avait déjà l'habitude de voir. Et il y a maintenant le nouvel état d'esprit, le nouvel ordre qui se met en place progressivement. Du coup, on est au milieu, on ne sait pas. Ce qui va se passer, c'est que c'est une révolution qui se fait aujourd'hui. Moi, je me rappelle en 2006, Yahi Boni a fait campagne, voilà, il y avait Roudé autour, et voilà, il a été approché pour être directeur de campagne, finalement, il a été directeur de campagne Atlantique, et à la fin, on lui a dit de proposer. Roudé qui était déjà au gouvernement, il avait fait 4 ans ou 5 ans au gouvernement Kérékou, on lui a demandé de proposer, mais il n'a pas voulu. Je pense qu'il aurait bien aimé rester lui-même. Et pourquoi? Parce qu'il dit, bien, comment vous allez prendre telle personne, vous arrachez un membre de mon parti, pour qu'après le parti, c'est pour qu'il tue le parti. En réalité, le problème qui se posait jusque-là, c'est que lorsque, et si ce n'est pas le temps, moi je peux citer 10 cas au moins, où le parti désigne le membre dans le gouvernement. Il entre dans le gouvernement, et le parti commence par lui dire, mais tu n'es plus tu ne suis plus les notes du parti. Il faut bien qu'il choisisse un camp. Est-ce qu'il suit les directives du parti, qu'il n'est pas toujours d'accord avec le gouvernement, ou il reste au gouvernement? Le monsieur choisit de rester au gouvernement, et bon, parfois on l'éjecte. Et ça me rappelle la sortie dramatique de Camaro Fassassi en 1998. Finalement. Il voulait continuer à rester. Bon, finalement, il est sorti, mais il a quand même essayé de taper une mission au Brésil. Et alors que ce parti a démissionné, bon, donc il a gardé un contact avec Kérékou, qui a fait que finalement il a joué contre son parti, il est revenu, il est rentré au gouvernement de 2001, 2011. Tout ça, c'est des millimélos qu'on n'arrive pas à se retrouver. Le nouvel ordre aujourd'hui fait que quoi? Que c'est autour du chef de l'État que tout ça se bâtit. Donc, on est en grande transition. Patrice Talon a inspiré l'UP, il a inspiré le BR. Quand vous les mettez ensemble, ça fait pratiquement les 200 partis que nous avions. Ça fait partie des grands partis qui animaient PRD, PSD, Falafia, Kadounia, IPD Gamessou et la RB. Alors, tous ces grands partis se retrouvent dans ces deux partis. Où est le chef? Donc, ils auraient bien voulu continuer à gérer comme avant. Il se fait que le parti Talon concentre ses ministres sur les actions du gouvernement. Et les partis politiques, eux, ils devraient se frayer leur propre chemin en tant que parlementaire, en tant que maire, élus communaux, et en tant que, tout simplement, responsable politique. Les partis ont un financement public. Donc, en tant que responsable politique, ils doivent occuper le terrain, gérer le terrain, et laisser les ministres gérer l'action gouvernementale. Les partis, l'élite des partis, les cadres doivent récupérer les actions gouvernementales pour pouvoir les échemer sur le terrain et être les répondants sur le terrain. J'ai appris que bientôt le gouvernement va nommer des délégués
des conseillers Les politiques. ministres, les conseillers. J'ai lu ça. On entend des choses. Alors, donc ça veut dire quoi? Si le chef d'État en arrive à peut-être nommer, à mettre des gens sur le terrain, ça veut dire que ceux qui doivent faire le travail ne le font pas suffisamment. Mais là n'est pas le problème. Peut-être que cette fois, il pensera au parti. Donc, on est dans une phase transitoire. C'est quand on va passer en 2026, et c'est là que la bipolarisation va s'étioler. Quand on va passer en 2026, si ce n'est pas quinquennat. Donc, l'ordre qui va s'installer en 2026 va se jouer autour des présidents qui seront élus, le président qui sera élu, les partis qui seront leaders. Ils vont animer la vie, plus autour du Patrice Talon et de Boni Yayi, mais autour de leurs intérêts. Même l'UP et le BR, même s'ils définissent le président et le vice-président ensemble, et ils vont ensemble, ils ne seront plus ensemble dans l'absolu après 31, parce que les divergences de fond, les divergences d'obédience vont se mettre sur le terrain. Pourquoi pas les divergences même régionales? Parce que on y est. Donc, tout ça va se mettre sur le terrain pour créer progressivement l'éclaircie, pour gérer l'éclaircie. Et nous aurons maintenant les polarisations normales. Donc, nous tous, et Georges, et moi, et vous, et les autres, nous sommes pressés de voir un jeu clarifié, mais on ne le fera pas aujourd'hui. Le chef de l'État est un monarque dans le cadre de notre constitution. Je le dis toujours, mais on le met en griffe. Il est plénipotentiaire en tout. Chef de l'État. Le président Talon, le candidat Talon même ne manquait pas de le dire. Chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, patron de haute l'administration. Il est tout. Et il désigne les membres de la Cour constitutionnelle. Il désigne 3. Et s'il a une majorité, sa majorité désigne 4. Il désigne 3 membres de la RAC. Sa majorité désigne 3 autres sur les 9. Il désigne si tout le monde savait ça depuis 90. Et tout le monde dit touche pas à la constitution. Touche pas à. Donc du coup, nous aimons ça. Si on aime ça, on doit souffrir d'avoir un chef de l'État plénipotentiaire et donc des partis peut-être qui ont du mal à exercer. Il se fait que Patrice Talon fait la promotion des partis politiques. On va voir ce qui va se passer après lui. Si effectivement les ministres vont répondre des partis, ce serait un dangereux précédent parce que le ministre aura alors 2 chefs. Il y aura le chef de l'État Et le chef du parti. Le chef de parti, ça va faire un Et bonjour, Merci Agapit, notre premier africain. Jean Angoulou. Oui. Moi, je pense quand même que... Non, pas du tout. Moi, je pense que par rapport au développement que nous sommes en train de faire, je reviens encore à une déclaration du président Talon qui disait que... Et qui montre qu'on a beaucoup à faire, en fait. Ça dit que j'aime ce monsieur parce qu'il n'aime pas rester dans le déni, en fait. Et il dit... Je préfère qu'il y ait de consensus, qu'on travaille dans le consensus pour que je puisse laisser le pays dans la paix comme il était en 2016 quand j'ai pris le pouvoir. Ça veut dire beaucoup de choses. L'atterrissage en douce. Non, ça veut dire beaucoup de choses. Ça me fait dire, comme quelqu'un qui disait, on va arriver en 2026 pour taire les difficultés aujourd'hui, pour que nous puissions faire le développement dans la paix. Dans la paix. Donc, cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent et que cette paix dont parle le président Talon, on ne pourra l'avoir que de la manière dont on va conduire les choses maintenant. On va conduire les choses jusqu'à arriver en 2026. C'est de cette manière-là que c'est cette manière qui va nous garantir au fait le calme dont le chef de l'État est en train de parler. En réalité, et il faut se dire que il n'y a pas de sacrifice suprême. Lorsqu'il s'agit de la paix dans un pays, tous les sacrifices, on doit être en même de les faire, de quel côté que ce soit. On retourne à la partie unique. Bon, moi, j'ai jamais... Finissez. Dans la diversité... Le consensus... Non, dans la diversité... Oui, c'est pour ça, d'ailleurs, le chef de l'État parle de consensus. Il parle de consensus. Moi, je pense que ce consensus-là doit être le premier truc. Ce que moi, peut-être je vais vous étonner. Vous savez... J'ai moins peur de Yayi Boni que de Talon, en fait. C'est ça, c'est pas les 2 personnes. C'est-à-dire, vous voyez, bon, je vous l'ai dit. Tout à l'heure, vous disiez... Pourquoi avoir peur? Oui, non. En fait, qu'est-ce que je voudrais dire? En fait, le président Yayi Boni, pour moi, en fait, il n'est pas difficile. En fait, parce que quand vous le voyez parler, c'est tout comme s'il est en train de... Vous demandez quand est-ce qu'il est sérieux, en fait. Parce que lorsqu'il s'en va... pour dire, bon, je vous demande pardon. Vous voyez dans quelle manière ça se dit. Ou bien il s'en va à l'église. Ou bien, bon, voilà. Donc celui-là, je me dis, bon,
peut-être il faut peu de choses pour le convaincre. Tandis que celui qui est qui se veut très carré dans ses trucs, très carré dans ses réflexions, dans ses prises de position, il est difficile de le bouger de cette position-là. Donc, si c'est les deux autour duquel il y a cristallisation, c'est les deux aussi qui vont nous conduire à la paix. Et ça, il faudrait que chacun puisse cultiver cela pour que les périodes qui sont devant nous, qui nous approchent des élections, puissent être des périodes paisibles. Parce que ça soit la question de code électoral, s'il y a consensus, c'est pourquoi on dit souvent, la politique conduit souvent au consensus. S'il y a consensus, on peut le faire. Je la tête pour finir. On va voir comment les choses vont se passer, comment les partis vont se prendre en charge. Le chef de l'État leur en donne une occasion avec la correction du code électoral et l'audit du fichier. Il a donné ses recommandations. On voit, il faut peut-être dire que le Bloc républicain, à travers un de ses députés, a parlé de volonté de retouche globale plutôt du code électoral s'agissant du BR. Je ne sais pas s'il parle vraiment personnellement au nom de la direction de son parti. Mais bon, depuis le temps que la question est là, qu'ils ont été pratiquement auteurs de la situation qu'on déplore aujourd'hui, il est dommage qu'ils donnent l'impression d'être surpris de ne pas savoir quelle direction prendre. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. On verra bien dans quel sens iront les choses. Il me semble même d'ailleurs que les démocrates auraient en cette occasion une opportunité de s'émanciper, sinon de comprendre que le jeu politique est fait d'échanges, de procédés de bonne volonté et que peut-être nous entamons là une nouvelle marche pour la suite sans que les deux tuteurs, les deux leaders, oui, la fameuse image revient, et n'aient besoin de trop se montrer. C'est aussi ça qui peut-être pourra donner des ailes aux uns aux autres pour mieux s'affirmer, puisqu'ils semblent un peu trop dépendants de la volonté de leur chef. Voilà. Merci Joël Ataï-Gadegbe. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance. Jajana Gounou, sociologue. Merci. Agapit Napoléon Mafurikan, consultant politique. Merci. Nous sommes au bout de cette première de la nouvelle saison du Forum politique. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans une semaine pour d'autres développements. Mais en attendant, bien évidemment, comme à l'accoutumée, vous pouvez retrouver nos échanges de ce soir sur notre page YouTube E-Télé, notre chaîne YouTube E-Télé Bénin, notre page Facebook E-Télé en direct, notre site internet E-Télé Bénin, notre compte X E-Télé Live et bien évidemment continuez par nous suivre via notre application E-Télé Bénin. E-Télé avec vous, pour vous.